Bonjour à tous, c'est le docteur Anthony Chaffee et l'interview d'aujourd'hui sera avec le professeur Thomas Seyfried dans ce que je pense être probablement l'interview la plus importante que j'ai jamais réalisée. Le professeur Seyfried est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de cancer, de biologie du cancer et de recherche, et il a en fait démontré de manière assez concluante que notre compréhension du cancer est complètement erronée. Et en étant complètement erronée, nos approches pour le traiter sont également fausses, et donc nous n'obtenons pas les résultats que nous devrions et pourrions obtenir. Alors, s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un atteint de cancer ou toute personne qui trouverait cela intéressant, partagez ceci. Il est très important de diffuser ce message. Alors, s'il vous plaît, faites passer le mot. Veuillez partager cette vidéo. C'est très important. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour à tous. C'est le docteur Antoine Chaffee. Et je suis ici aujourd'hui avec un invité très spécial, quelqu'un dont j'ai longtemps admiré le travail, le professeur Thomas Seyfried du Boston College. Professeur Seyfried, merci beaucoup de nous rejoindre. Comment allez-vous? Oui, bien, merci beaucoup, Anthony. C'est un réel plaisir d'être ici. Oui, merci. Alors, je voulais juste dire, pour les personnes qui ne connaissent pas votre travail, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de ce que vous faites et de certains de vos projets actuels? Oui, eh bien, merci. Je suis professeur de biologie au Boston College. J'enseigne le métabolisme du cancer chaque semestre à un groupe sélectionné d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur. J'enseigne aussi la biologie générale à ceux qui ne sont pas spécialisés en sciences, comme les économistes, les politologues, les étudiants en anglais et ces gens-là, pour essayer d'augmenter la culture scientifique parmi la population. Notre programme de recherche, nous avons un programme de recherche très actif, soutenu par des fondations privées, et notre objectif est de développer des thérapies alimentaires et médicamenteuses pour gérer le cancer, et je veux dire tout type de cancer. Donc, c'est notre grand axe. En ce moment, nous cherchons quelles sont les combinaisons de régimes alimentaires et de médicaments les plus efficaces pour gérer le cancer, sans induire de toxicité pour les cellules ou tissus normaux de notre corps. Et ce que nous faisons ensuite, c'est collaborer avec des cliniques qui traitent des patients atteints de cancer à travers le monde, et nous partageons les connaissances que nous avons de nos études précliniques avec les directeurs de ces cliniques afin qu'ils puissent commencer à appliquer une thérapie métabolique non toxique à leurs patients dans ces cliniques. Et le succès dont nous entendons parler et qui nous revient est assez étonnant, la façon dont cela fonctionne. Donc, nous examinons tout avant de l'appliquer aux patients. Et mes collègues cliniciens l'appliqueront ensuite aux patients. Donc, nous avons tout planifié à l'avance. Et nous recevons des informations en retour, des retours d'expérience. Donc, ce que nous faisons, c'est ajuster nos systèmes en interne ici pour voir si nous pouvons améliorer l'efficacité thérapeutique et ensuite partager cela à nouveau avec les groupes cliniques. Et nous faisons constamment de plus en plus de progrès et de perfectionnement dans la stratégie. Cela deviendra finalement la norme de soins pour tous les patients atteints de cancer. C'est la thérapie métabolique. Oui. Eh bien, je l'espère certainement. Et j'ai lu certains de vos articles, notamment sur comme le glioblastome multiforme, qui est quelque chose que vous connaissez, en résidence de neurochirurgie en ce moment. Donc, c'est évidemment, vous savez, l'une des choses les plus courantes que nous voyons, et c'est une maladie absolument dévastatrice. Vous savez, évidemment, vous savez. Sans aucun traitement, les gens vivent en moyenne environ 3 mois. Avec traitement, ils atteignent, vous savez, 15 à 18 mois. Et c'est une maladie très, très dévastatrice à voir quelqu'un devoir traverser cela. Vous avez évidemment d'innombrables publications et certaines de vos publications parlent du cancer, comme d'une maladie métabolique et spécifiquement d'une dysfonction des mitochondries. Pouvez-vous en parler un peu? Oui. Alors, je veux dire, cela remonte aux travaux d'Otto Warburg dans les années 1920, 30 et 40, où il a défini que le cancer provenait de dommages aux mitochondries. Et cela a ensuite déclenché toute une série de changements
forçant la cellule à adopter un mécanisme de fermentation pour survivre. Et nous avons validé et confirmé la découverte originale de Warburg. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est de parcourir la littérature scientifique en examinant des micrographies électroniques, les très hautes grossissements des tissus mitochondriaux, car vous ne pouvez pas les voir sous un microscope optique. Pour observer la structure des mitochondries dans le cytoplasme de la cellule, vous avez vraiment besoin d'électrons, microscopie électronique à balayage. Et puis quand vous regardez, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé et j'ai examiné tous les principaux cancers, représentant probablement 95% de tous les décès par cancer causés par ces types de cancers. Et je suis retourné dans les années 50 et 60, 50, 60, 70, années 60, 1950, 60, 70, parce que dans beaucoup d'écoles de médecine, les gens regardaient les tissus cancéreux avec la microscopie électronique. Et puis vous allez à ces articles et vous regardez ce qu'ils ont trouvé concernant le nombre et la structure des mitochondries dans ces tissus. Et invariablement, elles étaient structurellement anormales. Et même si l'on devait les isoler et examiner la biochimie, elle était anormale. Donc nous n'avons jamais trouvé de mitochondries normales dans aucun type de cancer majeur. D'accord, donc si vous n'avez pas de mitochondries normales, cela signifie que les cellules ne pourront pas générer de l'énergie par les systèmes respiratoires normaux, comme la phosphorylation oxydative. Et c'est exactement ce que Warburg a dit. Il a dit que la phosphorylation oxydative des mitochondries devient irréversiblement endommagée dans tous les cancers, peu importe leur origine, les forçant ainsi à adopter un mécanisme de fermentation. Et c'est ce qui caractérise toutes les cellules cancéreuses, elles fermentent. Et puis ce que nous avons fait, c'est que Warburg savait que le glucose, la fermentation de l'acide lactique dérivé du glucose, était le principal carburant à cette époque. Nous avons maintenant défini la glutamine comme un deuxième carburant fermentable. Le domaine pensait depuis de nombreuses années que la glutamine était respirée. Non, elle n'est pas respirée, elle est fermentée. Donc, les deux carburants de fermentation qui alimentent la majorité, sinon tous les cancers, sont une fermentation de sucre et une fermentation d'acides aminés. Et sans le glucose et la glutamine, aucune cellule cancéreuse ne peut survivre. Donc, notre objectif est de valider scientifiquement le mécanisme de fermentation pour la glutamine. Et montrer comment Warburg avait raison dans sa description originale, mais il n'avait pas non plus de nouvelles informations qui clarifieraient et résoudraient toute cette question du cancer. Et nous sommes en train de le faire en ce moment. Oui, c'est fantastique. Et donc, quelles sont certaines des choses qui peuvent perturber les mitochondries pour les amener à précipiter le cancer? Et comment ça se passe? Comment cela se passe-t-il? Vous savez, vous parlez de comment cela précipite en fait le génétique, mutations que nous voyons et auxquelles nous attribuons la responsabilité comme causale. Mais vous dites que c'est en fait un effet secondaire, oui. Donc, ils sont tous. Les mutations sont toutes en aval du phénomène, tout comme la plupart de ce que les gens étudient aujourd'hui sont toutes en aval. L'angiogenèse, un échec, de l'apoptose et toutes ces sortes de choses, elles sont toutes en aval du dommage initial aux mitochondries. Donc, pour répondre spécifiquement à votre question, cela s'appelle le paradoxe oncogénique. Et ce paradoxe a perplexé le domaine du cancer pendant des décennies. En d'autres termes, comment est-il possible que vous puissiez développer un cancer à partir d'une gamme entière de différents types d'agressions? Comment, quoi, qu'est-ce que c'est? Quel est le mécanisme pathophysiologique commun qui pourrait sous-tendre cette gamme d'initiateurs de cancer? Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats,
avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole Press-Pulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto for cancer French. Par exemple, certaines personnes, les femmes peuvent développer un cancer du sein à partir d'un canal lactifère obstrué. Une autre personne peut l'attraper à cause d'une sorte d'infection virale. Une autre peut l'attraper à partir d'une blessure non cicatrisée. Il existe toute une variété de façons différentes qui pourraient déclencher un cancer du sein. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez envisager la même chose pour les cancers possibles du côlon, ou les cancers de la vessie, ou les cancers du poumon, ou tout autre type de ces choses. En d'autres termes, il n'y a pas un seul facteur. Bien sûr, fumer endommagerait les mitochondries dans certains tissus pulmonaires et possiblement d'autres tissus. L'hypoxie intermittente, vous savez, les radiations, l'inflammation chronique, n'importe lequel de ces types d'agressions pourrait endommager une cellule dans un tissu particulier, endommager les mitochondries d'une cellule dans un tissu particulier, conduisant à une croissance cellulaire déréglée dans ce tissu. Et la définition du cancer est la division cellulaire, une croissance cellulaire incontrôlée ou déréglée. Comment cela se produit-il? Cela se produit à cause de dommages aux mitochondries dans une cellule particulière ou des populations de cellules dans un tissu particulier, provoquant une croissance déréglée. Et c'est le paradoxe oncogénique. Donc vous n'obtenez pas toujours un cancer à partir d'une seule agression. Cela pourrait provenir d'une variété d'agressions. En fin de compte, vous vous retrouvez avec des cellules dont la croissance cellulaire est déréglée et toute fermente. Et il est important de reconnaître que les mitochondries de nos cellules sont le contrôleur du cycle cellulaire. Donc, lorsque cet organite devient défectueux, la cellule retombe dans un cycle déréglé menant à, et c'est ainsi que toutes les cellules sur la planète ont évolué. Avant que l'oxygène n'entre dans l'atmosphère il y a 2,5 milliards d'années. Nous avions des cellules vivantes sur la planète avant que l'oxygène ne soit dans l'atmosphère, et elles fermentaient toutes, et elles avaient toutes une croissance cellulaire déréglée. Ainsi, les cellules cancéreuses et les corps ne font que revenir à ces voies anciennes qui ont toujours existé, même avant la respiration, même avant l'apparition des mitochondries. Donc les cellules ne font que revenir en arrière, et tant qu'elles ont des carburants fermentescibles dans l'environnement, elles sont très difficiles à tuer. La radiation et la chimio et toutes ces choses que nous utilisons ne sont pas au cœur du problème. En fait, certaines normes de soins facilitent en réalité la disponibilité des carburants fermentescibles, rendant la gestion de la maladie impossible. C'est pourquoi la norme de soins actuelle n'a aucun sens quand on considère l'origine de la maladie et les concepts de la biologie évolutive. Oui, j'ai lu une étude. Vous savez, il y a quelques années, où il était question, vous savez, quand les gens adoptent un régime cétogène, et parlant spécifiquement de l'utilisation de la cétose pour combattre le cancer, et parler spécifiquement des mitochondries, et montrer que dans un état de cétose, en fait, vos mitochondries, tout d'abord, étaient plus efficaces, et elles augmentaient également en nombre. Et donc, vous savez, c'est ce genre de mécanisme qui protégerait contre le cancer. Qu'est-ce qui, dans le fait de manger des glucides et de ne pas être en cétose, perturbe autant nos mitochondries? Eh bien, je ne pense pas que les glucides perturbent les mitochondries. Ce qui se passe, c'est que des quantités excessives de glucides facilitent, cela provoque une condition inflammatoire dans le corps. Et c'est cette inflammation élevée, l'état d'une inflammation que contribue au dommage. Donc, vous savez, le sucre en lui-même n'est pas un cancérogène. Cependant, la consommation chronique de glucides en excès peut mettre le corps dans un état nutritionnel déséquilibré.
Et c'est ce qui provoque, ce n'est pas seulement le cancer, c'est le diabète de type 2, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie cardiovasculaire. Essentiellement, ce sont toutes les grandes maladies chroniques dont nous souffrons actuellement. C'est le résultat de quantités excessives de glucides dans l'alimentation. Nous, en tant qu'espèce, n'avons pas évolué pour manger de grandes quantités de glucides. C'était seulement une situation de type saisonnier. Un fruit mûr, une baie mûre ou quelque chose de ce genre serait le sucré, peut-être le miel. Ce n'était pas une exposition chronique à des niveaux élevés de glucides provenant des aliments que nous avons actuellement dans nos sociétés. Et c'est finalement l'origine de la majorité des maladies chroniques que nous avons est un régime alimentaire qui ne correspond pas à notre passé évolutif. Oui, je suis à 100% d'accord avec vous là-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai en quelque sorte soutenu depuis un certain temps maintenant, à savoir que, vous savez, les maladies chroniques que nous traitons de nos jours, vous savez, exactement comme vous l'avez décrit, ne sont pas des maladies en tant que telles, mais, vous savez, des toxicités et de la malnutrition, une accumulation toxique d'espèces. Un régime approprié et un manque de nutrition spécifique à l'espèce, et vous accumulez ces toxines, comme je vous l'ai mentionné avant de commencer à filmer, vous savez, je me suis intéressé à cela. Par exemple, quand j'ai étudié la biologie du cancer et que nous avons parlé de tous les agents cancérigènes, vous savez, à l'époque, c'était il y a 20 ans, on nous a parlé de cela. Il y a 136 agents cancérigènes connus rien que dans les choux de Bruxelles et plus de 100 dans les champignons et ainsi de suite. Donc, vous savez, les plantes utilisent évidemment des produits chimiques de défense pour arrêter ou dissuader la prédation. Cela peut s'accumuler et causer ces effets toxiques dans notre corps. Eh bien, permettez-moi de dire que je pense que c'est vrai pour les légumes produits industriellement. Je pense que les légumes biologiques, si l'on utilisait des engrais naturels, vous savez, comme ils seraient appropriés, je pense que vous pouvez réduire de manière significative. Mais le problème est que les aliments biologiques sont difficiles à trouver. Il n'y a pas un nom. On ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment biologiques ou non. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de commission de régulation. Vous savez, pour les animaux en liberté ou les plantes biologiques, je veux dire, c'est ce que nous avons évolué pour manger. Ils étaient tous biologiques. Vous savez, il y a 50 000 ans, il n'y avait pas de récolte industrielle des aliments. Mais je pense que les légumes cultivés biologiquement, des légumes, si on pouvait faire ça, vous savez, avec des engrais naturels, je pense qu'ils seraient très, très sains, ainsi que tout autre. Produits en liberté, produits carnés ou choses de ce genre. Le problème est qu'ils ne sont pas pratiques pour la majorité des gens dans cette société. Vous savez, un hamburger de McDonald's en drive est beaucoup plus facile que d'aller chasser un cerf dans les bois. Vous savez, c'est juste la façon dont notre société est et nos exigences sur notre temps et ce que nous faisons nous empêchent de réellement rééquilibrer notre physiologie. Mais pourtant, nous nous mettons en danger pour le cancer et toutes ces autres maladies chroniques à cause de la commodité de notre mode de vie. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Comme toute approche, vous savez, de nourriture complète, vous serez en bien meilleur. Vous savez, l'une des choses que nous avons traversées était en fait un gars de Berkeley, le professeur Bruce Haynes, et il a publié en 1989 un travail comparant à l'alar, qui était un pesticide utilisé sur les pommes à l'époque. Ils essayaient de l'interdire et il a en fait montré qu'il examinait spécifiquement dans les champignons, que les champignons avaient environ 10 000 fois la quantité d'insecticides et de pesticides naturels par poids, comme l'ALR serait pulvérisé sur ces plantes, et qu'il était plus susceptible de causer le cancer que les naturels également. Mais oui, à 100%, vous savez, évidemment, les pesticides, les insecticides, ce sont des substances toxiques. Par conception, ils essaient, vous savez, d'empêcher les insectes de les manger. Et donc, certainement, cela va aggraver les choses. Eh bien, nous, dans mon livre, j'ai montré que beaucoup de ces cancérogènes que vous venez de mentionner, ils sont absorbés dans les cellules mammifères et ils font en fait fluorescer les mitochondries. Ils appellent cela la biofluorescence. Donc, vous savez, ces cancérogènes vont directement aux mitochondries et endommagent les mitochondries, ce qui est... Alors, la première étape,
La première étape dans l'initiation du cancer est de perturber la phosphorylation oxydative. Et seules les cellules qui peuvent réguler à la hausse un mécanisme de fermentation à la suite de ce dommage peuvent devenir des cellules cancéreuses. Les cellules qui ne peuvent pas réguler à la hausse la fermentation deviennent rarement, voire jamais, tumorales. Les cellules des cardiomyocytes, elles ne peuvent pas passer de l'oxphos à la fermentation. Les neurones dans le cerveau deviennent rarement tumoraux. Ce sont les cellules gliales, pas le neurone. Les neurones ne peuvent pas fermenter très longtemps. Donc, seules les cellules qui ont la capacité de remplacer la respiration par la fermentation peuvent devenir une cellule cancéreuse. Sinon, vous ne pouvez pas faire cela. C'est très intéressant. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'est le mécanisme réel en cours également. Oui. Je veux dire, cela devient très clair. Une fois que vous comprenez la biologie du problème, comprendre comment nous l'obtenons et, plus important encore, comprendre comment nous le gérons, devient très logique. Le problème est que cette information n'est pas connue par la majorité des oncologues ou des scientifiques dans le domaine absolument. Et vous savez, j'ai juste que cela, vous savez, avec mes sortes d'efforts dans la nutrition et comment cela affecte maladie, vous savez, même juste l'idée que, vous savez, le diabète et les maladies cardiaques sont, vous savez, causées par le fait de manger beaucoup de glucides et de sucre et toutes ces choses. Beaucoup de gens ne le savent vraiment pas, comme les médecins et les nutritionnistes aussi, et ils sont toujours un peu sur la même. Vous savez, l'idée que le cholestérol vous tuera, ce qui, je pense, a été complètement démystifié. Eh bien, vous savez, cela a été démystifié, mais tout le monde prend des comprimés de statine, évidemment. Ils pensent toujours que le cholestérol a un grand rôle à jouer. Ce sont les triglycérides. Oui, vous avez absolument raison, vous savez. Et dans les services de cancérologie, ils donnent encore aux patients atteints de cancer, vous savez, du sucre et du coca et du gâteau à la crème glacée. Et puis, ils disent que le glucose n'a rien à voir avec le cancer. Il y a un tel manque de connaissances que c'est profond. C'est abyssal. C'est incroyable, le manque de connaissances de la part de l'industrie de la santé. Quant à ce qui devrait et ne devrait pas être fait pour garder les gens en bonne santé, oui, c'est l'une des choses. Vous savez, j'étais un peu contrarié là parce que je vois ça tous les jours à l'hôpital. Vous savez, je vois la nourriture qu'ils leur donnent. C'est juste des glucides sucrés, c'est tout. Oui, et il n'y a presque pas de viande. Il n'y a certainement pas de graisse. Il y a un peu de produits laitiers, mais c'est toujours du lait chocolaté au lieu d'être simplement normal. Et le reste, c'est juste des ordures. Et je fais le tour en voyant nos patients atteints de tumeurs cérébrales qui viennent de subir une opération et les voilà en train de manger toutes ces bêtises sucrées. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, je veux dire, c'est ce qui vous a causé ce problème au départ et on vous le met juste dans la bouche. Oui, ça alimente la tumeur. Et ce que nous avons également découvert, j'ai publié un article majeur à ce sujet avec le standard de soins pour le cancer du cerveau, les traitements même qui sont utilisés, la radiothérapie, ainsi que le temozolomide. Il libère d'énormes quantités de glucose et de glutamine dans le micro-environnement de la tumeur, rendant la survie à long terme très très rare. Donc ce sont les thérapies elles-mêmes qui, en d'autres termes, c'est déjà assez grave d'avoir un glioblastome. C'est encore pire d'utiliser le standard de soins pour le traiter parce que vous avez plus ou moins signé et scellé le certificat de décès de ce patient simplement en le cerveau humain ne devrait que rarement, voire jamais, être irradié. C'est absurde. Cela doit cesser. J'ai publié un article clair sur la façon dont la radiation perturbe le cycle glutamine-glutamate dans le cerveau, libérant d'énormes quantités de glutamine. Et les stéroïdes qu'ils donnent à ces patients augmentent la glycémie. Les deux carburants nécessaires pour que les cellules cancéreuses se développent de manière incontrôlée sont rendus disponibles dans une quantité abondante par les traitements mêmes que nous administrons à ces patients. Nous n'avons fait aucun progrès dans la thérapie du glioblastome depuis presque 100 ans. Et mon article le plus récent montre qu'en 100 ans, nous avons un télescope qui orbite maintenant à 1 million de miles de la Terre pour observer les origines même de notre
système solaire. Ce nouveau télescope. Je ne me souviens pas de son nom, mais de toute façon, et pourtant nous faisons cela et nous n'avons fait aucun progrès dans le glioblastome. Et de nombreux autres cancers. Une fois que vous avez un cancer du poumon métastatique, un cancer du côlon, la survie est tellement réduite parce que les traitements que nous utilisons contribuent à la disparition de ces patients. C'est incroyable. Oui, absolument. C'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie. Oui. Et vous savez, la chimio peut être si difficile pour les gens et vous savez, je ne sais pas ce qui inquiète le plus les gens, comme avoir un cancer ou avoir un cancer et réaliser que cela signifie qu'ils ont besoin de chimio. Parce que, vous savez, j'ai eu des amis et évidemment des patients dévastés par ces traitements. Oui. Je pense qu'ils craignent autant le traitement que la maladie. Ils pensent que leurs cheveux vont tomber. Ils vont saigner des gencives. Ils vont être malades et fatigués tout le temps. Vous savez, beaucoup de gens le sont. Certaines personnes se rétablissent vraiment bien. En fait, il y a maintenant des rapports qui montrent que le jeûne thérapeutique à l'eau seul peut réduire de manière significative certains des effets toxiques de la chimiothérapie. Mais mon point est, pourquoi voudriez-vous utiliser la chimiothérapie alors que nous savons que nous devons simplement couper les carburants fermentés cibles? Avec un régime et des médicaments qui ne sont pas si toxiques, surtout sous cétose thérapeutique, je veux dire, il y a un cadre clair et une stratégie pour gérer le cancer sans toxicité. Le plus gros problème est qu'il n'y a pas de modèle économique pour soutenir cela, ce qui est le plus grand obstacle à l'avancement de cette approche. Il n'y a pas encore de moyens que les gens aient trouvés pour gagner de l'argent avec la thérapie métabolique. C'est le plus gros problème. Ce n'est pas le patient qui devrait en bénéficier, c'est comment générer des revenus à partir de cela. Je pense que l'entrepreneur viendra et l'entrepreneur trouvera comment faire cela. Je ne suis pas ce genre de personne. Mon travail n'est pas de savoir comment garder les patients atteints de cancer en vie avec une qualité de vie supérieure à ce qui leur avait été prédit. Oui, je suppose qu'un bon modèle économique serait simplement de créer des cliniques qui ont ce régime de traitement et qui obtiennent réellement des résultats. Et ensuite, les gens iront vers elles et cela pourrait. Nous faisons cela maintenant. En fait, nous avons quelques cliniques qui le font. Mais vous savez, certains des médicaments que nous utilisons, comme la 6-déoxynoleucine, ne sont pas disponibles pour le public. Et cela me dérange vraiment parce que cela a été utilisé sur des enfants et des patients atteints de cancer et d'autres indications dans le passé. Mais pourtant, si vous essayez de l'obtenir, le médicament dirait qu'il n'est pas destiné à l'usage humain, pas pour la consommation humaine. Et cela ne devrait pas être le cas parce que ce médicament est très, très puissant, surtout lorsqu'il est utilisé en cétose. Nous avons fait les expériences. Nous avons montré les résultats et des centaines de patients atteints de cancer m'envoient des emails. Comment puis-je obtenir ce médicament? Et la réponse est correcte. Votre sénateur et votre député, il devrait, parce que c'est un médicament, serait réutilisé. Il a été utilisé contre le cancer, mais il n'a pas été utilisé de la bonne manière. Si vous ne savez pas comment utiliser l'outil, il ne vous donnera pas le résultat que vous auriez attendu. Ils disent « Oh, c'est trop toxique ». Relativement à quoi? La chimio et la radiothérapie? Non, pas du tout. Donc nous avons un médicament disponible qui peut être utilisé dès maintenant pour réduire le cancer chez de nombreux patients lorsqu'il est utilisé avec la cétose thérapeutique nutritionnelle. Nous avons déjà montré comment cela fonctionne, et cela fonctionne vraiment bien. Et cela devrait être utilisé dès maintenant. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de profit dans ce médicament. Donc, s'il n'y a pas de profit, nous ne pouvons pas l'utiliser, peu importe le patient. Pouvez-vous croire cela? C'est ce que nous appelons un problème moral. Oui. Y a-t-il un moyen de faire avancer les choses? En obtenant l'approbation de la FDA pour lancer cela? Ou est-ce qu'il n'y a tout simplement pas d'argent derrière cela? Ou est-ce juste une question de race? Vous savez, c'est tout. Je pense que c'est tout. Une génération de revenus. Je suis désolé de dire cela. La FDA approuvera des médicaments s'il y a une preuve de concept. Rien ne pourrait être plus fort que la preuve de concept de la façon dont ce médicament donne 6-déoxynéuraleucine fonctionne avec la cétose. Rien n'est aussi fort que cela. Pourtant, il ne sera pas approuvé, car il n'y a pas de revenus à en tirer.
Donc, c'est un modèle économique. Les gens doivent réaliser cela. Le cancer est une maladie génératrice de revenus. Les hôpitaux utilisent des médicaments et des radiations parce qu'ils génèrent tellement de revenus des compagnies d'assurance. Donc, il faut tout reprendre. Donc, c'est ainsi. Sommes-nous intéressés à garder les gens en vie plus longtemps? Oui, seulement si cela peut être associé à la génération de revenus. Si ce n'est pas associé à la génération de revenus, je suis désolé. Nous devons sacrifier ces patients atteints de cancer. Oui, c'est ça. Vous savez, je me demande si, vous savez, évidemment, je suis en Australie en ce moment, donc il y a un système public et privé ici. Mais dans le système public, évidemment, cela vient du gouvernement et il y a des retards énormes. Cela peut en fait prendre 4 ans et demi pour que quelqu'un puisse entrer dans notre clinique avec une radiculopathie, un nerf comprimé dans la colonne vertébrale qui nécessite une chirurgie. 4 ans et demi est notre liste d'attente actuelle pour cela. Donc, il y a beaucoup de retard et il y a beaucoup de problèmes. Mais nous traitons aussi beaucoup de cas de cancer. Et ceux-là sont, vous savez, évidemment, traités immédiatement car c'est une urgence vitale. Mais vous savez, le gouvernement essaie vraiment de ne rien payer de ce qui est fait. Et ils mettent beaucoup d'obstacles sur leur chemin. Et je me demande juste, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui leur serait attrayant? Parce que c'est éminemment moins cher que les traitements standards actuels. Mais je pense que, vous avez peut-être des idées, mais je pense que c'est peut-être parce que beaucoup d'hôpitaux et les systèmes à travers le monde qui ont un modèle public essaient généralement d'émuler les directives établies en Amérique, dans le système privé, avec l'assurance qui, en quelque sorte, dirige les choses. Oui, on pourrait le penser. On pourrait penser que ce serait la meilleure chose pour les gouvernements afin de réduire leurs dépenses médicales. Non, 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 non. Il y a une force. Il y a plus de pouvoir qui contrôle cela. Même si les gouvernements aimeraient faire cela, eux, les comités d'examen institutionnels IRB ont rejeté cela tant de fois. Ils veulent d'abord appliquer le standard de soins avant de faire la thérapie métabolique. Pourquoi? Eh bien, il y a autre chose qui se passe ici. Et encore une fois, cela a à voir avec le contrôle de l'ensemble du système médical. Comment? Ce que nous appelons le standard de soins. Le standard de soins n'aurait jamais dû être gravé dans le marbre, mais il semble avoir été écrit et accordé. En d'autres termes, vous pouvez utiliser la thérapie métabolique seulement après avoir démontré que la chimio conventionnelle et la radiothérapie ne fonctionnent pas. Maintenant, pour le glioblastome, 99% du temps, elles ne fonctionnent pas. Alors, vous pensez que pourquoi devons-nous continuer à promouvoir des thérapies inefficaces? Et une fois que nous réalisons qu'elles ne fonctionnent pas, alors peut-être que nous voulons faire une thérapie métabolique. Non, non, non. Vous devriez faire la thérapie métabolique en premier. C'est le numéro 1. Faites la thérapie métabolique d'abord et vous serez étonné. Et comment vous n'aurez pas besoin de radiation toxique et de produits chimiques? Et ce n'est pas ce que le système veut entendre. Point final. Oui. Oui, cela doit évidemment changer d'une manière ou d'une autre. Oui, qui va le changer? Oui. N'est-ce pas? Je veux dire, en fin de compte, vous continuez simplement à traiter les patients avec la thérapie métabolique et laissez les patients être les défenseurs de ce qui se passe. Laissez-les sortir et dire aux gens ce qu'ils ont fait. Pourquoi êtes-vous encore en vie? Comment se fait-il que vous ne soyez pas mort? Vous auriez dû être mort il y a 3 ans. Et vous êtes là, vous savez, à travailler dans votre jardin. Et il vous dira, ces gars-là seront plus qu'heureux de vous dire ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça. Pas même dans la mesure où vous parlez de vous savez, un traitement réel, une modalité, avec régime et médicaments. Mais j'avais un ami qui a été diagnostiqué avec un glioblastome multiforme il y a environ 6 ans. Et j'étais déjà impliqué dans ce genre de recherche et je voyais beaucoup de travaux de votre part et d'autres. Et j'ai juste dit, et regarde, il y a beaucoup de, vous savez, des preuves ici suggèrent qu'au moins être sur un régime cétogène va être très, très bénéfique. Et j'ai en quelque sorte, vous savez, proposé un régime carnivore parce que c'est, vous savez, mon truc, mais elle n'a pas fait un régime carnivore complet. Elle a fait plus de keto, mais elle a mangé beaucoup plus de viande. Elle a éliminé les glucides, elle a arrêté de boire et elle est maintenant vivante depuis 6 ans. À 5 ans, elle a passé une IRM et elle n'avait aucun signe de maladie.
Malheureusement, cela est revenu lors de sa 6e année. Donc, elle subit en quelque sorte une nouvelle réduction de la masse tumorale. Mais 5 ans et son IRM de 5 ans était clair. C'est presque inédit avec le GBM. Oui, eh bien, tu vois, ces types de cas doivent être documentés. Et le patient que nous avons documenté, Pablo Kelly, qui a un site web et parle de sa survie, il a choisi de ne suivre aucun traitement standard, juste une thérapie métabolique, et il était carnivore avec un régime de type carnivore. Oui, donc, il en est maintenant à 8 ans et sa tumeur ne disparaît pas, elle est là. Il subit une chirurgie de réduction de la masse tumorale tous les 3 ans et pas de radiothérapie ni de chimio. Il vous racontera toute l'histoire à ce sujet. Un gars très coloré de Devon, en Angleterre. Et il est là-bas et il a utilisé la procédure carnivore, mais sans glucides. Vous savez, il a éliminé tout ça et il va toujours bien. Il a eu 2 enfants, vous savez. Il avait 26 ans quand il a été diagnostiqué, vivait une vie horrible, style de vie. Comme il l'a dit, alcool et drogue et mauvaise nourriture et tout ce genre de choses. Et puis, bien sûr, après sa tumeur, il est devenu très méticuleux dans ce qu'il faisait et il va toujours bien. Mais oui, mais je pense que nous voyons maintenant qu'il y a 2 choses qui, selon nous, doivent se produire. Numéro 1, éviter le standard de soins. Numéro 2, changer complètement votre mode de vie alimentaire vers un régime très faible en glucides, que vous le fassiez avec le carnivore ou avec les plantes. Vous savez que vous pouvez le faire avec l'un ou l'autre. Et nous avons développé le calculateur de l'indice glucose-cétone pour permettre aux gens de savoir s'ils sont ou non en état de cétose nutritionnelle. Grâce au marqueur sanguin, vous pouvez utiliser le glucomètre cétone Keto Mojo afin que le patient atteint de cancer sache. Et quand Pablo a un peu dévié de son régime, il a commencé. La tumeur a commencé à croître à nouveau et vous pouviez le voir sur l'IRM. Et immédiatement, il s'est replongé dans un indice GKI très bas et vous pouviez voir que la tumeur s'est arrêtée, a cessé de croître. C'était très clair. Donc, le régime et les cellules cancéreuses ne peuvent pas brûler les cétones ou les graisses. Elles ne peuvent brûler que le glucose et la glutamine. Donc, quoi que vous fassiez, et il n'y a pas de régime qui cible la glutamine. Donc, on dit toujours, oh, comment suis-je? Que vais-je manger pour cibler la glutamine? La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans notre corps. Maintenant, je suis choqué de voir combien de temps les gens peuvent vivre avec juste des régimes cétogènes ou ce genre de choses. Mais si jamais nous combinions ces régimes avec le médicament ciblant la glutamine, je pense que nous pourrions éliminer ces tumeurs chez la majorité des gens très rapidement. Donc, nous ne faisons pas cela. Nous ne faisons pas les choses mêmes que nous devons faire pour rendre le cancer une maladie très gérable, sans souffrir d'une grande toxicité. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Parce que personne n'est au courant. Ils ne le savent pas. Et ceux qui sont en charge ne veulent pas y croire. D'accord. Si vous allez dans la plupart des centres d'oncologie, oh, il n'y a aucune preuve pour soutenir la thérapie métabolique. Si c'était si important, nous le saurions tous. Ah, faux. Non, vous ne le sauriez pas. Et les gens ne veulent pas vous traiter ici avec une source de revenus pour toute une industrie. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Oui, absolument, oui. Et donc, avec le don, oui, donc en passant au cocktail de médicaments et de régimes. Donc, c'est quelque chose, vous savez, évidemment, ils ne nous laissent pas utiliser cela chez les humains, mais nous avons, ou vous avez fait, des modèles animaux assez étendus. C'est bien ça? Oui, nous l'avons examiné dans une variété de cancers cérébraux, métastatiques et invasifs et des choses comme ça. Oui, tous ces médicaments, le don a été utilisé chez les humains. Il a été utilisé chez de jeunes enfants ayant leucémie. Ce n'est pas un médicament qui n'a jamais été utilisé sur des humains. Bien sûr, il a été utilisé. C'est dans le traitement du paludisme. Il y a beaucoup de façons dont ce médicament a déjà été utilisé, mais pas pour le cancer. D'accord. Donc, et il y a d'autres, bien sûr, vous ne pensez pas que l'industrie pharmaceutique est au courant du ciblage de la glutamine. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent des médicaments qui ne sont pas aussi efficaces que Down, brevet de ce médicament, et ensuite le lancent sur la population cancéreuse, sans jamais utiliser le keto avec. Donc, vous obtenez un certain bénéfice thérapeutique, mais vous n'allez pas obtenir le plein bénéfice thérapeutique. Le cancer peut être géré avec des médicaments, un régime, des cocktails. Les gens doivent le savoir. Nous avons clairement montré comment la cétose nutritionnelle
peut faciliter la livraison de ces médicaments aux cellules tumorales. 3 fois plus. Cela signifie que vous pouvez réduire les doses, diminuer la toxicité et augmenter l'efficacité de l'ensemble du processus. Donc, nous connaissons le cadre, nous savons comment gérer le cancer sans toxicité. Le problème est qu'il ne sera pas utilisé dans les cliniques pour diverses raisons. Et les gens eux-mêmes doivent se lever et dire « je veux une thérapie métabolique ». Oubliez toutes ces folies de bombardement et d'empoisonnement des gens et de faire ce genre de choses insensées. Je veux dire, ce n'est pas basé sur ce que nous comprenons de la biologie de la maladie. Alors, qui va faire le changement? Les gars des meilleures écoles de médecine? Non. Ce seront les gens eux-mêmes. Qui bénéficiera le plus de la thérapie métabolique? Les patients atteints de cancer bénéficieront le plus de la thérapie métabolique. Ils doivent comprendre cela. Ils doivent se mobiliser, mais ils doivent faire quelque chose. Mettez la pression sur vos représentants gouvernementaux et ce genre de choses. Alors, cela se produira. Cela n'arrivera jamais si vous essayez de convaincre les grandes pharmacies et les grandes écoles de médecine que la thérapie métabolique est la voie à suivre, car cela ne générera pas les revenus de remplacement. Donc, vous devez avoir quelque chose qui va fournir des revenus de remplacement. Mais vous voulez, dans mon esprit, je veux voir combien de personnes peuvent survivre à long terme, comme votre ami, comme Pablo Kelly, comme beaucoup d'autres qui auraient dû être morts depuis longtemps, vivent beaucoup plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ça. Pourquoi cela est-il contesté? Pourquoi y a-t-il une résistance contre cela? Cela n'a aucun sens pour moi, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, surtout avec quelque chose comme le cancer. Je veux dire, comme s'il y avait jamais quelque chose derrière lequel se rallier, je pense que c'est le cancer. Je pense que, vous savez, n'importe qui à qui vous parlez dans le monde, ils ont toujours de la sympathie pour le cancer et les personnes qui en sont atteintes. Donc, je suis juste étonné que ces choses ne soient pas. Eh bien, l'autre chose à garder à l'esprit est que le terme guérison a été un terme très réactif. Et nous n'utilisons jamais ce terme, guérir le cancer. Nous ne disons pas qu'une thérapie métabolique peut guérir le cancer. Ce que la thérapie métabolique peut faire, c'est permettre aux patients de vivre plus longtemps. C'est une stratégie de gestion. Vous pouvez gérer la maladie, d'accord. En d'autres termes, vous n'avez pas à mourir si rapidement. Vous pouvez vivre beaucoup plus longtemps. Je ne dis pas que vous pouvez guérir. Comment allons-nous savoir si quelqu'un est guéri? Comme je l'ai dit, d'accord, si vous avez un cancer à votre âge, vous avez l'air très en bonne santé. Supposons que vous ayez un cancer et que vous le gériez avec une thérapie métabolique et que vous mouriez à 99 ans d'une crise cardiaque. Eh bien, vous avez évidemment été guéri de votre cancer parce qu'il ne vous a pas tué. Donc, nous ne savons pas si quelqu'un est guéri en utilisant la thérapie métabolique. Tout ce que nous savons, c'est qu'il semble vivre plus longtemps que prévu, avec une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce scénario? Oui. Et pas détruit par, comme la chimio et la radiothérapie non plus. Oui, je veux dire, soyons honnêtes, si je n'oublie pas, nous avons des millions de survivants du cancer qui ont survécu à la radiation toxique et à la chimio, mais leur corps en paie un prix significatif. Ils souffrent de problèmes gastro-intestinaux, problèmes neuropsychiatriques, déséquilibres hormonaux, perturbations du microbiome. Je veux dire, toutes sortes de choses qui rendent leur vie moins agréable, moins plaisante. Parce qu'ils ont été exposés à des poisons toxiques et à des radiations toxiques. C'est l'âge de pierre. Cela ne devrait pas arriver à notre époque actuelle. Quand nous comprenons très clairement la biologie de la maladie, et pourtant nous faisons ces choses insensées à ces pauvres gens. Vous savez, cela n'a aucun sens pour moi. J'avais un très bon ami avec qui j'ai grandi en jouant au rugby et il a malheureusement contracté un sarcome dans ses sinus, probablement vers la fin de la trentaine. Et il avait la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Et était un gars très en forme, très actif. Mais, vous savez, et il a continué et a persévéré. Il a lutté avec cela pendant environ 3 ans. L'un des agents de chimiothérapie qu'il a utilisé a complètement détruit ses nerfs, au point qu'il est devenu presque invalide à cause de cela. Juste à cause, en gros, de la moitié d'un traitement de cette chimiothérapie. Et il a arrêté. Et il a simplement dit, même si le cancer réagissait bien à cela, il a dit, écoutez, je ne veux pas survivre au cancer pour être un infirme et un invalide. Vous savez? Donc,
Je ne vais pas prendre ça. Non, j'ai des centaines et des centaines de situations comme celle-ci, parce que je reçois des milliers de personnes qui m'envoient des emails et ils ont toujours une histoire. Et ce qui me fait tellement de peine, c'est qu'ils me contactent toujours après avoir souffert à travers les normes de soins et leurs histoires sont horribles. Je veux dire, vous ne pouvez pas torturer des êtres humains aussi bien que ce que certaines normes de soins font aux gens. Je ne pense même pas que la simulation de noyade serait aussi mauvaise que certains des traitements qu'ils donnent à ces patients atteints de cancer. Vous savez, c'est tragique. Je veux dire, nous ne pouvons pas en rire. C'est une tragédie de proportions monumentales et nous n'avons pas à faire cela. Vous savez, certaines des chimiothérapies, nos collègues en Turquie utilisent ce que nous appelons une chimiothérapie soutenue métaboliquement. Et ils utilisent les doses les plus faibles de chimio, avec la cétose nutritionnelle, ce qui donne de très bons résultats. Et ils ont dit qu'ils préféreraient ne pas utiliser de chimiothérapie, mais qu'ils y sont contraints par le système. Ainsi, le système de traitement semble avoir imprégné toutes les industries de la santé dans les sociétés du monde entier. Vous allez en Inde, j'ai été choqué de voir à quel point ils aiment la radiothérapie là-bas. Ils irradient tout le monde pour n'importe quel type de cancer. Je pensais qu'ils pourraient le faire. Je pensais que diverses cultures seraient plus ouvertes à la thérapie métabolique, mais il semble y avoir une emprise sur le traitement du cancer dans le monde entier. Ils doivent faire cette radiothérapie et cette chimio. Et maintenant, c'est l'immunothérapie. Le problème, l'immunothérapie CAR-T, c'est tellement coûteux, très compliqué. Que font-ils? Pourquoi font-ils cela? Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de couper le glucose et la glutamine tout en étant en cétose nutritionnelle. Et vous n'avez pas besoin de dépenser 265 000 $ pour gérer votre cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et cela revient à ce concept entier de ce qu'est le cancer. Est-ce une maladie génétique ou une maladie métabolique mitochondriale? Et une fois que vous réalisez que c'est une maladie métabolique mitochondriale, la plupart des traitements que nous faisons aux patients atteints de cancer n'ont aucun sens. Ce n'est pas basé sur le fondamental, sous-jacent à ce qu'est la maladie. Oui, donc je ne sais pas ce que nous devons faire pour faire passer le message, mais quelqu'un doit être au courant de cela. Sinon, nous allons simplement continuer à tuer ces pauvres patients année après année. Oui, soyons honnêtes, rien qu'aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est en Australie. Aux États-Unis, nous sommes plus de 1600 personnes meurent chaque jour du cancer, plus de 1600. Quand j'étais en Chine, c'est 8100 parce que leur population est grande. En fait, en Chine, le cancer a remplacé les maladies cardiaques comme la première cause de mortalité de leur population. Jésus. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et ils disent toujours, oh, vous faites des percées majeures. J'ai dit, où sont les percées? Vous voulez une percée? Vous devriez réduire le taux de mortalité. Il n'y a pas de percée. C'est le business comme d'habitude. De plus en plus de décès par cancer. Aucune responsabilité. Je vous le dis, nous courons toujours partout pour collecter des fonds pour les patients atteints de cancer. Vous savez, faisons la course de 5 km pour le cancer du sein. Faisons cela. Que font-ils de tout l'argent que vous obtenez pour élever les enfants? Ils le donnent aux gens qui pensent que le cancer est une maladie génétique. Maintenant, le système en place. Je veux dire, c'est insensé. Nous devons commencer à nous éveiller et les gens doivent commencer à demander où diable est la responsabilité pour l'argent que je collecte. Les seules personnes qui sont en bonne santé, celles qui courent et nagent pour collecter des fonds pour le cancer. On est en forme en faisant une balade à vélo, mais vous collectez l'argent et ensuite vous empoisonnez et irradiez les personnes pour lesquelles vous collectez l'argent. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Non, non. Et c'est aussi ça, vous savez, c'est un bon point que vous avez soulevé. Je veux dire, les taux de cancer, vous savez, empirent. Vous savez, comme le cancer dépassant les maladies cardiaques en Chine, en tant que tueur numéro 1, vous savez, j'ai un peu regardé certains des chiffres bruts aux États-Unis depuis, et je regardais depuis. Nous avons un peu révisé notre alimentation après la déclaration de l'USDA de 1977, selon laquelle le cholestérol va causer des maladies cardiaques. Et vous savez, nous avons réduit notre consommation de cholestérol gras d'environ 30%, réduit la viande rouge d'environ 33% et augmenté les fruits et légumes 30-40%, augmenté les glucides, augmenté le sucre, toutes ces choses. Depuis lors, il y a eu à peu près un triplement global des taux de cancer aux États-Unis. Cela ne peut pas être génétique.
Quiconque étudie les types de population sait très bien qu'il n'est pas possible de faire cela en un nombre limité de générations comme ça. Donc, oui, cela signifie qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui a changé et qui a affecté cela. Eh bien, voici l'autre statistique souvent utilisée pour dire que nous faisons des avancées majeures dans le cancer. La campagne anti-tabac qui a probablement commencé autour de 1990-1991, le cancer lié au tabagisme, était associé au tabagisme. Donc, si les gens arrêtent de fumer, vous utilisez le taux d'augmentation de 1991 comparé à aujourd'hui. Et vous dites, regardez combien moins de patients atteints de cancer nous avons aujourd'hui, basé sur les données de 1991. Oui, parce que tout le monde fumait et mourait en 1990. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens fumaient et mouraient. Donc, mais si vous regardez le nombre de corps morts qui s'accumulent chaque année, le nombre de corps morts s'accumule au même pourcentage que la croissance de la population. Donc, chaque année, le nombre de personnes mortes du cancer augmente. La Société américaine du cancer a tous les chiffres, ils les publient tous chaque année. Donc, c'est un événement bien documenté que les décès par cancer, le nombre de personnes mortes, augmente chaque année. Vous n'utilisez pas un taux de 1991 pour prédire combien. Vous dites, oh, si nous avions continué à fumer en 2022, nous aurions eu beaucoup plus de patients morts du cancer. Oui, bien sûr que vous en auriez eu. Vous avez arrêté de fumer. Donc, le seul progrès majeur a été la prévention. Nous avons arrêté de fumer et avons donc réduit le cancer du poumon qui est toujours le tueur numéro 1, mais il aurait tué beaucoup plus si nous n'avions pas arrêté de fumer. Mais pour les traitements, vous devez regarder quels sont les nouveaux traitements qui réduisent les décès par cancer. Et la réponse est 0. Donc, allez, ça, c'est une tragédie, peu importe comment vous le regardez. Et pourtant, les pauvres gens à l'hôpital souffrent énormément. Leurs cheveux tombent. J'ai dit, chaque fois que vous voyez un patient atteint de cancer chauve, cette personne a été traitée par quelqu'un qui ne comprend pas la biologie de la maladie sur laquelle il travaille. Vous ne devriez pas être chauve. Vous essayez de tuer les cellules cancéreuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous vos cheveux tombent. Oh, les cheveux et les cellules cancéreuses partagent. Ils poussent tous les deux. Mais vous ne voulez pas tuer toutes vos cellules intestinales, vos cellules capillaires. Vous n'avez aucune idée. Alors ils utilisent ces termes, médecine de précision. Eh bien, comment diable vos cheveux tombent-ils avec la médecine de précision, vous savez, ou d'autres effets indésirables hors cible? Or, si c'est si précis, comment se fait-il que nous ayons tous ces effets hors cible sur le corps de la personne? Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, quand vont-ils se rendre compte de ce qui se passe ici? Cela n'a tout simplement aucun sens. Ouais, ça, vous savez, c'est une autre chose aussi, quelque chose que vous soulignez, c'est que dans une cellule cancéreuse, dans un cancer comme une tumeur, on nous enseigne à l'école de médecine. Évidemment, vous avez ces changements génétiques et puis cette chose commence simplement à se propager et c'est essentiellement monoclonal. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas cela dans les tumeurs. Nous voyons certaines qui ont certaines caractéristiques et changements et augmentent. Vous savez, la mitose, mais beaucoup de ces choses ressemblent simplement à des tissus normaux. Elles ressemblent juste à des tissus normaux et pourtant elles se comportent comme un cancer. C'est un peu ce que vous dites, vous savez. Vous savez, si elles ont toutes des génétiques variées, pourquoi agissent-elles toutes de la même manière? Vous savez, cela ressemble définitivement à un effet en aval plutôt qu'à une cause d'effet. Vous savez? Ah oui, absolument, absolument. Maintenant, l'autre chose, que nous, vous avez raison à 100%. Mais chacune des cellules dans cette tumeur fermente, donc elles fermentent toutes, mais elles ont toutes des caractéristiques génétiques différentes, mais elles fermentaient toutes. Alors pourquoi sommes-nous si préoccupés par le ciblage des mutations génétiques qui diffèrent dans chaque cellule du corps, alors que les cellules tumorales fermentent toutes? C'est le pouvoir de la mutation somatique. Théorie. Si la théorie de la mutation somatique dit que le cancer est causé par des mutations génétiques, nous allons sans réfléchir essayer de cibler toutes ces différentes mutations génétiques. Mais selon la théorie mitochondriale et métabolique, elles fermentent toutes. Mais le domaine n'a pas encore accepté la théorie métabolique mitochondriale comme l'origine du cancer, comme Warburg l'avait initialement suggéré. Quand Watson et Crick ont découvert la structure de l'ADN, tout le monde s'est précipité comme des lemmings vers la falaise, poursuivant les mutations de l'ADN. Vous savez, c'est comme un chien qui poursuit sa queue. Maintenant, nous avons réalisé que tous ces millions et milliards de dollars dépensés sur tout ce matériel génomique. Maintenant, ce que nous découvrons, cependant, ce qui est très intéressant,
c'est qu'il existe certaines mutations spontanées qui y interfèrent, en fait, avec le métabolisme du glucose et de la glutamine. Nous appelons cela des mutations thérapeutiques. Elles sont en fait un don de Dieu pour le patient atteint de cancer par un événement rare. Personne ne sait. Des personnes, comme Pablo Kelly, ont une mutation IDH1. D'accord. Elle s'appelle IDH1. La mutation IDH1 produit un métabolite appelé 2-hydroxyglutarate. Et nous avons découvert que le 2-hydroxyglutarate interfère avec la voie de la glutaminolyse, alimentant l'énergie de la tumeur, ainsi que la voie de la glycolyse, fournissant les matières premières pour que la tumeur puisse croître. Ainsi, la mutation elle-même agit comme un médicament qui peut cibler deux des voies alimentant le cancer. Pouvez-vous le croire? Et les personnes qui ont cette mutation sont connues pour vivre 2 fois plus longtemps que celles qui ne l'ont pas. Le problème est que même les personnes avec la mutation reçoivent de la radiothérapie et de la chimiothérapie, ce qui réduit la capacité de la mutation très thérapeutique à fonctionner. C'est incroyable. Si vous voyez de quoi je parle. Donc, si vous ne suivez pas le traitement standard et que vous avez la chance d'avoir cette mutation thérapeutique, vous pouvez vivre longtemps et c'est le cas de Pablo. Pablo a la mutation thérapeutique. Il suit un régime cétogène carnivore et tous les 3 ans, il a subi une chirurgie de réduction parce que cette tumeur indolente persiste. Mais il n'a jamais utilisé l'aube pour cibler et éliminer le reste. Donc, nous avons une stratégie, je pense, mais c'est vraiment quand vous comprenez la biologie de la maladie, vous ne pouvez pas vous en empêcher, être déconcerté et submergé par les nouvelles informations et par la facilité avec laquelle on peut se débarrasser du cancer ou le gérer. Disons-le ainsi, je dirais s'en débarrasser, mais certainement le gérer. Cela devient une stratégie claire. C'est juste que de plus en plus de gens doivent être informés de cela. Et une fois qu'ils le sauront, il y aura une ruée vers cela. Oui. Quels sont certains des cancers que vous avez trouvés plus susceptibles et sensibles à ce type de traitement métabolique? Eh bien, la question alternative est laquelle? Quels cancers ont été, ai-je trouvé, résistants? D'accord, oui, à cela, parce qu'ils le sont tous. Presque tous sont susceptibles. Chaque cancer du poumon que nous avons examiné, chaque sein, côlon, vessie, rein, ils sont tous très, très enclins. Ils doivent tous fermenter. Donc, vous savez, et le sang ne peut pas. Tous les cancers du sang sont tous alimentés par la glutamine. Ils sont dans le sang. Vous savez, donc, vous parlez de tous les principaux cancers, vous savez. Voici la situation. Il y a des rapports dans la littérature scientifique montrant une souris génétiquement modifiée qui a un cancer du poumon génétiquement modifié qui ne répond pas à la thérapie métabolique. Maintenant, le problème est que nous ne connaissons aucun être humain sur la planète qui a été génétiquement modifié de la même manière que cette souris a été génétiquement modifiée, ni cette personne n'a une tumeur pulmonaire génétiquement modifiée. Donc, jusqu'à ce que nous puissions trouver cette personne et lui demander pourquoi elle ne répond pas à la thérapie métabolique, je ne sais pas. Mais tous, nos modèles de souris que nous avons trouvés ont tous des cancers qui apparaissent naturellement. En d'autres termes, le cancer est apparu naturellement chez l'hôte naturel. C'est le meilleur modèle que vous pouvez utiliser parce que c'est le même type de cancer que l'on trouverait chez les chiens. Un cancer de chien apparaissant naturellement chez l'hôte canin, un cancer humain apparaissant naturellement chez l'hôte humain. Ce sont les types de cancers qui répondent à la thérapie métabolique. Certaines de ces choses génétiquement modifiées ne sont pas réactives de certaines manières, des raisons que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi une souris qui a été si génétiquement modifiée, à la fois l'hôte et le cancer, ne répond pas à la thérapie métabolique. Mais je pense que je vais laisser ça pour les 10 000 prochaines années. Que quelqu'un d'autre trouve la solution. Mais qui s'en soucie? Qui se soucie d'une souris qui a été génétiquement modifiée et qui ne répond pas à la thérapie métabolique? Écoutons, concentrons notre attention, comme les chiens, par exemple. Ils répondent remarquablement bien, les chiens atteints de cancer. Le cancer tue plus de chiens. C'est comme le tueur numéro 1 des chiens domestiques. Le loup n'en a jamais, rarement. Je ne pense pas qu'il y ait eu un cancer, et c'est très rare chez un loup, parce qu'ils mangent leur régime naturel. Dans la nature, vous savez, ils ne sont pas en train de dévorer de gros burgers ou
des beignets remplis de gelée et ce genre de choses. Et puis, si vous allez au zoo et demandez aux gardiens pourquoi nourrissez-vous vos chimpanzés, vous savez, leur régime naturel, vous leur donnez leur régime naturel. Pourquoi ne les laissez-vous pas manger des beignets remplis de gelée et de la pizza et boire du Coca-Cola? Et ce que le gardien du zoo m'a dit ici au zoo de Franklin Park à Boston, oh, ce serait de la cruauté envers les animaux, de la maltraitance animale. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est, mec? Nous sommes similaires à 98% à l'approche du chimpanzé. Prenons des chimpanzés et mettons-les sur un régime américain dès qu'ils sont sevrés. Sevrage. Prenons des chimpanzés, prenons 100 chimpanzés dès qu'ils sont sevrés et donnons-leur uniquement ce que nous mangeons, n'est-ce pas, pas leur régime naturel. Que pensez-vous qu'il va se passer? Cancer, démence, diabète de type 2, obésité? Toutes les mêmes merdes que nous avons seraient observées. Mais vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est de la maltraitance animale. Oui, oui, eh bien, c'est ça. Vous savez, ils et ils ont. La science dit, vous savez, ne nourrissez pas les animaux. Ce n'est pas leur nourriture naturelle. Ils tombent très malades. Et ensuite, nous mettons ces mêmes absurdités dans notre bouche et nous ne pensons pas que quelque chose de mauvais va se produire. Vous savez, non, nous tombons très malades. Oui, oui. Et l'industrie alimentaire et les industries pharmaceutiques sont toutes deux liées. J'ai demandé à l'un de mes étudiants d'aller examiner l'enquête entre les deux organisations. Comme les grandes industries alimentaires produisant tous ces aliments qui sont mal nutritionnels et pleins de glucides hautement transformés, vous rendent malade. Et à l'autre bout du spectre, les entreprises pharmaceutiques vous donneront des médicaments et des thérapies pour essayer de vous rendre en bonne santé. Quelle industrie, n'est-ce pas? C'est incroyable. Cela fait tourner l'économie. Donc je suppose que nous devons être heureux, parce que nous sommes tous, vous savez, beaucoup d'entre nous vont bien, basés sur la génération de revenus de ces deux industries qui se chevauchent. Mais vous savez, je pense que la prévention est une chose. Les personnes qui sont au courant de cela peuvent certainement, même Otto Warburg a dit que vous ne pouvez pas avoir de cancer si vos mitochondries restent en bonne santé. Donc, et c'est vrai, vous ne pouvez pas avoir de cancer si vos mitochondries restent en bonne santé. C'est de la prévention. Mais nous vivons dans une société où il est difficile de ne pas manger. Vous savez, d'accord, je vous ai vu cuisiner le gigantesque tomahawk ribeye, d'accord? Eh bien, je pense que c'est merveilleux et je le mangerai. Mais aussi avec une grosse pomme de terre au four et une grande miche de pain avec du beurre étalé partout, n'est-ce pas? Oui, oui, Et un gros tas de légumes malsains. oui, oui. Je veux dire, tout le monde suivrait ce chemin, mais manger le tomahawk ribeye tout seul, eh bien, je ne sais pas pour ça, mais je ferai certainement quelque chose comme ça. O'Shaughnessy, c'est drôle, j'allais dire aussi, une des choses que je pensais, vous savez, exactement comme vous le dites, que, vous savez, nous ne voyons pas de cancer chez les animaux sauvages et nous ne les voyons pas aux zoos. Vous savez, tout le monde dit que, eh bien, vous savez, les animaux dans la nature, ils ne vivent probablement pas assez longtemps pour avoir un cancer. Mais cela, vous savez, n'explique jamais les animaux dans le zoo, où ils sont actifs et ils courent partout. Mais un animal dans le zoo mène une vie tranquille et ils vivent leur vie naturelle. Ils n'ont pas ces cancers. Et les taux de cancer chez les chiens et les chats et les animaux domestiques, ceux-ci ont tous augmenté de manière spectaculaire depuis le début de la nourriture emballée pour chiens et chats. Oui, absolument, absolument. Et le zoo continue parce que les zoos maintiennent un régime très nutritif. Ils ont une équipe de vétérinaires qui surveillent le régime alimentaire. Ils sont, si, soigneusement surveillés. Ces primates de zoo, les primates, les gorilles et les chimpanzés, sont très surveillés très, très attentivement tout le temps. Les équilibres nutritionnels, ben vous savez, c'est pourquoi ils ont dit que si nous leur donnions de gros beignets remplis de gelée et de la pizza, ils se jetteraient dessus. Et là, il y a une famille de chimpanzés qui vit avec des humains. Ils sont sur le web, c'est un chimpanzé. Un groupe de chimpanzés qui vivent avec des humains. Vous devriez voir ces chimpanzés devenir fous quand ils reçoivent des sandwichs à la gelée. Oh, ils tapent sur la table. Ils sont tout excités de manger des sandwichs à la gelée. C'est horrible. Alors, regardez ça. Vous pouvez aller sur le web. Il y a une famille de chimpanzés. Il y a un groupe de chimpanzés qui vivent avec une famille humaine et ils aiment parler de ce qu'ils font. Les chimpanzés dévorent tout ça, adorent ça, table sur la table. Ouais, ouais. Capitaine Crunch s'y attaque. Ah, je veux dire, qui ne le ferait pas?
Vous pouvez déposer une boîte de beignets dans l'enclos avec les chimpanzés là-bas. Ils seraient tous sur les beignets, vous savez, et les autres qui n'obtenaient pas les beignets seraient tous contrariés. Ouais, ouais, oui. C'est amusant. Cela montre simplement que nous, en tant qu'espèce, avons utilisé la technologie, les choses. La douceur dans notre passé évolutif n'était que rare, saisonnière. Mais notre technologie l'a maintenant rendue permanente. Donc, nous pouvons obtenir ces douceurs tout le temps. Et nous aimons ça. Je veux dire, nous avons évolué pour aimer les sucreries, donc tout a été soigneusement développé pour stimuler toutes nos papilles gustatives, pour nous donner envie de manger plus de cela. Même si nous nous mettons en danger de cancer, de démence, de maladies cardiaques, de diabète, toutes ces sortes de choses. Nous sommes prêts à continuer à manger les aliments qui nous mettent dans cette situation, parce qu'ils ont si bon goût. Ouais, tu sais, ouais. Et pour revenir à votre point précédent sur, vous savez, la sorte d'alliance impie entre l'alimentation et la pharmacie, Dr. Robert Lustig de l'UCSF, il a mentionné dans l'un de ses livres que, si je me souviens bien des chiffres, l'industrie du sucre génère environ 1,3 trillion de dollars par an, vous savez, en chiffres bruts. Et ce que nous dépensons juste pour traiter les problèmes métaboliques dérivés de la consommation de sucre est d'environ 2,4 trillions de dollars. Donc, vous savez, c'est une somme énorme, énorme. Je veux dire, c'est l'ensemble du budget fédéral, vous savez. Oui, en mangeant et en soutenant, l'addiction au sucre. Oui, bien sûr, mais si un politicien se présentait, et disait, écoutez, notre santé, le budget de l'industrie paralyse nos nations. Cela cause, en fait, une crise, n'est-ce pas? Nous mettant en danger. Donc, nous allons tous revenir à une alimentation paléolithique, d'accord? Nous allons manger des tomahawks, des ribeyes. Nous allons réduire nos légumes cancérigènes. Combien de temps pensez-vous que ce type va rester en fonction, n'est-ce pas? Il va se faire virer tout de suite. Mais quand vous avez le cancer, alors tout d'un coup, tout votre monde commence à changer. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de ça? Et tout cela, eh bien, nous vous le disons maintenant. Voulez-vous faire le choix ou non? Vous savez, c'est juste, ouais. Alors, avec le glioblastome, qu'est-ce que vous trouvez? Vous savez quoi dans vos modèles animaux? Qu'est-ce que vous trouvez? Quels sont les résultats lorsque vous les appliquez? Cela, vous savez, l'aube et la dure cétose alimentaire restrictive. Quels bénéfices voyez-vous dans ceux-là? Jimo, oh oui, nous obtenons une survie 3 à 4 fois plus longue. Et puis nous avons le cancer métastatique. Une des choses que nous avons faites, parce que nous prenons ces cellules de glioblastome et nous avons identifié le cancer métastatique comme étant un type de macrophage dysplasique. Et dans le GBM, si vous regardez le glioblastome, beaucoup des cellules dites mésenchymateuses, les cellules qui ont ce phénotype mésenchymateux, sont les plus invasives. Parce que le GBM est pourquoi vous pourriez l'appeler multiforme? Il ne l'appelle plus multiforme, il l'appelle simplement glioblastome. Mais il l'appelait multiforme à cause de tous les différents types de cellules que vous verriez là-dedans. Le type de cellule mésenchymateuse est le plus invasif. Et quand nous avons retiré ces cellules du cerveau de la souris et les avons mises dans le flanc, elles ont métastasé. Elles se sont propagées dans tout le corps. Et puis, nous avons découvert que tous les cancers métastatiques ont des caractéristiques de macrophage. Donc, nous connaissons la nature de la cellule métastatique. C'est un type de macrophage qui adore le glutamine et le glucose. Donc, quand nous les avons mises dans le flanc, elles se sont propagées dans tout le corps et nous utilisons l'imagerie par bioluminescence. Nous pouvons imager les cellules tumorales et voir à quel point elles se sont propagées dans le corps. Ensuite, nous les appelons un terme que, vous savez, nous les appelons des souris terminales. Elles vont mourir dans quelques jours. Vous pouvez voir la respiration lourde, vous pouvez voir leur immobilité. Ensuite, nous les traitons avec notre cocktail de régime et de médicaments. Et en 3 ou 4 jours, ces gars sont de retour, se promenant comme s'ils n'avaient jamais rien eu, mais ils ont toujours le cancer. Mais il est géré. Ensuite, vous vous demandez, d'accord, nous avons pris ces gars de la porte de la mort. Normalement, ils seraient morts en 30 jours si nous ne faisions rien, ou simplement continuer à les nourrir avec le régime standard de laboratoire riche en glucides. Mais ensuite, nous les avons maintenant fait vivre plus de 4 mois et demi, 5 fois, plus longtemps qu'ils ne l'auraient normalement fait.
Nous n'avons pas encore publié cela, mais nous prévoyons de le publier une fois que nous aurons toutes les conditions du régime médicamenteux. Cocktail défini. Nous le voyons pour le cancer pédiatrique chez les souris, parce que nous faisons la même chose à ces petits-enfants que nous faisons aux adultes. Vous savez, nous les bombardons avec une chimiothérapie à haute dose. Nous les bombardons avec une forte radiation. Nous faisons les mêmes choses toxiques aux petits-enfants que nous faisons aux adultes. Et nous pouvons prendre ces modèles pédiatriques que nous avons développés ici à Boston College et nous pouvons garder ces souris en vie beaucoup plus longtemps et avec une qualité de vie bien meilleure. Nous savons que nous obtiendrons les mêmes résultats en clinique pédiatrique que nous voyons avec ces naturels. Tumeur cérébrale. Pédiatrique chez les souris. Nous savons que nous pouvons garder les gens en vie avec un cancer métastatique avancé si nous faisons des cocktails de médicaments et de régimes au bon moment. N'interférez pas avec cela. N'oubliez pas, aucune de nos souris, nous ne faisons de radiothérapie. Nous ne faisons jamais de radiothérapie sur aucune de nos souris. Les résultats que nous obtenons disent, oh, vous obtenez tous ces excellents résultats chez les souris. Vous ne verriez pas cela chez l'humain, peut-être car nous n'irradions pas les souris. Si nous irradions les souris, verrions-nous ce que nous obtenons chez l'humain? Je ne sais pas, car nous ne prévoyons pas de le faire. Et je ne prévois pas d'irradier. Pourquoi devrais-je irradier? Maintenant, je ne dis pas que la radiothérapie est mauvaise pour tout, parce que je pense que si vous avez une tumeur à un endroit particulier, bien défini, non métastatique, la radiothérapie pourrait potentiellement guérir ce type de tumeur. Donc, nous ne voulons pas jeter toutes ces choses sous le bus. Mais nous avons fait du temozolomide avec une thérapie métabolique et nous avons montré que ce n'était pas mieux que le temozolomide en tant que traitement principal. Chimiothérapie pour le cancer du cerveau. Et nous avons montré que ce n'était pas mieux que la thérapie métabolique utilisée avec l'oxygène hyperbare. Et les souris ne sont jamais tombées malades avec notre thérapie métabolique. Elles sont tombées malades avec le temozolomide. Donc, nous avons essayé le temozolomide avec la thérapie métabolique. Nous les avons tous combinés. Et oui, ils allaient bien, mais ils n'allaient pas mieux que la thérapie métabolique seule, sans la maladie. Donc, je dis, pourquoi faisons-nous tout ça? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Parce que le temozolomide génère d'énormes revenus pour l'hôpital. Donc, nous ne sommes pas intéressés par la génération de revenus ici. Nous sommes intéressés par combien de temps nous pouvons garder les animaux en vie avec des cancers métastatiques de stade 4 avancé. Et il y a une différence. Nous avons un résultat différent, une perspective différente sur la façon de voir tout cela. Mais oui, nous avons atteint des niveaux de succès qui dépassent tout ce que nous aurions jamais espéré, sans toxicité. Et c'est le régime, les cocktails de médicaments qui vont Wilder-Hammer. Et nous avons publié un grand article à ce sujet intitulé La stratégie thérapeutique Press-Pulse avec certains de mes collègues cliniciens. Et cela décrit le cadre de la façon dont nous traiterions les cancers humains avec la stratégie thérapeutique Press-Pulse. Le régime est déprimé, puis nous utilisons des médicaments stratégiques avec le régime pour les impulser, pas les utiliser de manière chronique, mais les impulser. Et cela dégrade lentement la tumeur tout en améliorant la santé et la vitalité des cellules normales. Et nous pensons que de nombreux patients atteints de cancer viennent à la clinique, ils n'ont pas seulement le cancer, ils ont souvent le diabète, ils ont souvent d'autres comorbidités associées au fait qu'ils ont un cancer. Dans nos stratégies de pression métabolique par impulsion, nous ne gérons pas seulement le cancer en le réduisant de manière significative, mais nous éliminons également le diabète, nous éliminons l'hypertension, nous éliminons les autres comorbidités que ces patients ont également eues, liant clairement toutes ces maladies chroniques à une situation provocatrice sous-jacente commune, qui est le déséquilibre nutritionnel. Et des régimes qui provoquent et des traitements qui provoquent la croissance de ces tumeurs et persistent dans ces types de conditions. Donc clairement, vous savez, c'est ça. Une fois que vous comprenez la biologie de ce problème, les solutions deviennent beaucoup plus claires et logiques. Oui, j'allais aussi parler de la radiothérapie. Évidemment, nous l'utilisons dans les populations pédiatriques. Cela peut être absolument dévastateur pour ces enfants. Je pense que si j'étais dans une position, vous savez, même sans savoir, vous savez, les choses dont nous parlons maintenant, j'y ai réfléchi. Je ne pense pas que je laisserai jamais mon enfant recevoir de la radiothérapie pour une tumeur. Vous pourriez ne pas avoir le choix. Vous pourriez ne pas avoir le choix. Parce que si cet enfant a moins de 16 ans ou 18 ans, le
système détermine ce que vous devez faire à cet enfant. Oh, vraiment? N'est-ce pas? Le système détermine. Les parents sont retirés de l'équation. Souvenez-vous qu'il y avait la femme qui est allée au Mexique pour sauver la vie de son enfant. Le système contrôle ce que vous faites à cet enfant. Donc, même si vous disiez que le standard de soins implique la radiothérapie et la chimio pour cet enfant, très difficile de briser le système. Ils vous feront arrêter pour négligence parentale. Oui, c'est de ça que je parle. Le système est très puissant. Oui, c'est vraiment trop. Vous savez, j'ai vu des enfants qui ont grandi après avoir reçu des radiations comme ça, cela freine complètement leur développement mental. Et donc, vous savez, où qu'ils étaient, cela les a probablement endommagés à partir de ce moment-là. Disons qu'ils ont 3 ans, cela les a probablement endommagés à partir de 3 ans et ensuite, ils n'ont jamais évolué au-delà de ça. Et donc, vous avez cette personne dans un corps de 30 ans avec, vous savez, l'esprit d'un enfant de 5 ans ou moins. Et c'est absolument tragique de voir ça. Et plus tragique encore, cela ne doit pas arriver. Oui, exactement. Cela ne doit pas arriver. C'est ça la tragédie. C'est ça la tragédie. Cet enfant aurait pu être sauvé. Je ne dis pas que cet enfant aurait pu être guéri, mais si l'enfant vit jusqu'au même âge, il serait cognitivement intact, pas cognitivement déficient. Oui, et nous, vous savez, nous parlons de, vous savez, la qualité de vie et nous donnons aux gens le choix. Vous savez, est-ce quelque chose que vous voulez faire, étant donné que cela va être un chemin assez difficile? Voulez-vous simplement vivre vos, vous savez, mois ou peu importe, avec un meilleur niveau de vie ou, vous savez, viser l'or? Vous savez, je pense que, surtout quand vous parlez d'un enfant qui pourrait potentiellement avoir un impact si dévastateur, des dommages à leur cerveau et à leur développement. Pour moi, je ne voudrais jamais cela personnellement et je ne pense pas que je voudrais jamais cela pour mon enfant non plus. Non, et personne ne le veut, mais c'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez souvent l'enfant, si vous regardez, ils reçoivent des stéroïdes à si haute dose. Ils obtiennent le visage lunaire. Et vous savez, les stéroïdes font monter les taux de sucre dans le sang à des niveaux extrêmement élevés. Et puis, une fois que vous voyez ce phénotype, le grand visage lunaire, que ce soit chez un enfant ou un adulte avec un glioblastome, vous savez qu'ils sont finis. Vous savez que la thérapie elle-même tue ces personnes. Et c'est la tragédie. Et ce que je viens de vous dire, et cette déclaration que je viens de faire n'est pas connue de la majorité des praticiens dans le domaine. Ils ont l'impression que cela aide leurs patients. C'est le fossé de connaissances qui doit être comblé. Nous ne pouvons pas continuer à faire cette thérapie toxique sur ces pauvres gens, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Cela témoigne du manque de connaissances de la part du domaine traitant. Une maladie. D'accord, cela doit changer. Cela doit changer. Sinon, nous devrons continuer à voir cela, ces tragédies, l'une après l'autre, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Vous êtes en Australie, ils font la même chose là-bas que nous faisons ici, en Angleterre, en Allemagne, au Japon. Ils font tous la même chose. C'est une tragédie mondiale. Et cela ne changera que lorsqu'on réalisera que le cancer est une maladie métabolique mitochondriale. Avec, nous pourrions faire un impact sur cette maladie si rapidement, si les gens savaient ce que je viens de dire. Vous savez, le problème est, soit ils ne veulent pas le savoir, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas en discuter, pour diverses raisons. Oui. À ce propos, vous avez mentionné qu'il y a certains cliniques et centres qui utilisent cela comme modèle. Où sont ces gens et comment s'en sortent-ils? Eh bien, je pense qu'il y a de petites cliniques qui ont... vous savez, les patients doivent se voir offrir une alternative. En ce moment, si vous allez dans les grands hôpitaux comme Dana-Farber, MD Anderson, Sloan Kettering, Moffitt Center et partout ailleurs où ils ont ces grands centres de cancer, on ne vous propose pas. Ils n'offrent pas de thérapie métabolique. Proposez une thérapie métabolique, voyez ce que sont les patients. Et le problème est, bien sûr, si vous êtes Dana-Farber, MD Anderson, vous voulez faire du métabolique, il n'y a personne là-bas qui sait vraiment quoi faire. Alors, comment faites-vous? Vous devez avoir
un personnel, de professionnel qui sait quoi faire et comment le faire. D'accord. Sans cette base de connaissances, et les jeunes qui passent par les écoles de médecine dans le domaine de l'oncologie, ils ne sont pas formés pour faire de la thérapie métabolique, vous savez. Alors, d'où vient la formation? Je travaille avec des gens. Nous avons écrit un protocole pour traiter les patients atteints de cancer basé sur la thérapie métabolique avec Myriam Kalamian, une experte de renommée mondiale sur le keto pour le cancer et le régime pour cela. Elle a aidé beaucoup de patients atteints de cancer. Nous écrivons un protocole de traitement. Peut-il être utilisé? Il ne sera pas utilisé dans les grands hôpitaux, bien sûr, parce que vous le faites comme une alternative à la radiothérapie, à la chimiothérapie et aux immunothérapies et à ces autres types de traitements. Mais cela peut être fait dans des cliniques plus petites et des cliniques plus petites qui ne sont pas si contraintes par le système pour faire ce qu'elles doivent faire. Et l'objectif est de garder les gens en vie et que les gens eux-mêmes disent à tout le monde que c'est ce que j'ai fait. Guy Tannenbaum est sur le web, il a surmonté son cancer de la prostate de stade 4 en utilisant des approches métaboliques. Donc vous avez de plus en plus de défenseurs vocaux qui disent aux autres, écoutez, faites du métabolique. Maintenant, est-ce facile? Je ne veux pas que les gens pensent que, oh, faire une thérapie métabolique est une promenade de santé, car une grande partie du succès repose sur vos épaules. À quel point êtes-vous prêt à ne pas manger de glucides? Ce qui peut être très difficile pour beaucoup de gens. Oui, c'est l'une des choses, vous savez, que je vois en clinique. Ici, en neurochirurgie, vous savez, nous recevons ces personnes avec des GBM et c'est un diagnostic dévastateur, évidemment. Je pense que chaque patient avec qui j'ai jamais fait une consultation, et nous faisons cela une fois par semaine, nous faisons venir tout le monde avec tous les nouveaux diagnostics. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui ne m'ait pas demandé. D'accord, que puis-je faire? Comment puis-je faire cela? Quoi que puis-je faire? Ils veulent vraiment faire partie de cela. Ils ne veulent pas se sentir impuissants, comme si cela échappait à leur contrôle. Et je me souviens avoir été vraiment contrarié par un autre médecin qui a essentiellement dit, ils lui ont demandé, devrais-je arrêter d'être sûr? Devrais-je arrêter de boire de l'alcool? Que devrais-je faire? Et ils sont comme, vous savez quoi, vous n'avez probablement pas beaucoup de temps de toute façon, alors faites simplement ce que vous voulez. Et j'étais furieux de cela. Oui. La personne avait l'air tellement abattue. J'étais comme, oui, ça n'a tout simplement pas d'importance. J'étais comme, bien sûr que ça compte absolument. Vous avez le contrôle, vous avez votre mot à dire dans cela, vous avez un chien. Dans ce combat, vous êtes capable d'influencer votre propre parcours de vie. Et juste en voyant leurs yeux, littéralement l'espoir qui monte dans leurs yeux. Et j'essaie d'atténuer cela parce que vous savez, ce n'est pas bon de toute façon que vous le regardiez. Mais vous savez, je leur parle de votre travail, je les oriente vers votre matériel et vos études. Et je dis juste, écoutez, je ne vous dis pas que cela va guérir quoi que ce soit, ça ne va rien arrêter. Mais il y a beaucoup de preuves qui disent que si vous faites cela, cela aidera. Et comme ici, juste, vous savez, allez à la source, voyez ce que vous en pensez. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et je ne peux pas insister plus que ce que vous venez de dire, parce que je vois des gens, une fois qu'ils comprennent l'indice glucose-cétone, qu'ils mesurent leur propre sang tous les jours, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, ou peu importe, en utilisant un petit appareil, et ils collectent les chiffres, et ils savent dans quelle direction ces chiffres doivent aller pour que cette thérapie soit efficace. Ils deviennent vraiment motivés. Ils savent maintenant qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ils contrôlent leur propre destin et ils travaillent très, très dur et ils deviennent extrêmement motivés. C'est ce que Pablo a fait. Donc, quand il a su quel chiffre il devait atteindre pour exercer une pression sur la croissance de cette tumeur, il savait qu'il avait le contrôle. Et vous donnez maintenant du pouvoir aux patients. Ils ont le pouvoir et ils sont motivés à savoir ce qu'ils doivent faire. Vous avez tout à fait raison. Personne ne devrait jamais se faire dire qu'il n'y a plus rien à faire. Que ces personnes peuvent faire, surtout au début de leur maladie, et ensuite elles doivent le savoir. C'est un long parcours, ce n'est pas comme « Oh, je peux le faire, vous savez, je suis vraiment bon à ça pendant 1 mois. » Non, vous allez devoir mordre la balle sur ce coup-là. Donc et persévérer jusqu'à ce que vous ayez atteint le contrôle de cela, de cette croissance. La croissance ne contrôle pas. Vous contrôlez la croissance et le patient peut le faire avec la motivation adéquate, avec la formation appropriée. Donc, je ne peux pas insister plus sur ce que vous venez de dire. Vous devez faire savoir à ces patients
qu'ils font partie du combat et qu'ils peuvent contrôler cela. Et vous seriez surpris de voir combien de temps ces personnes vivent avec une meilleure qualité de vie. Et quand je ne veux pas dire qu'ils partent tous, mais j'ai eu, des gens me disent, ou leurs proches m'ont dit que ce gars a mené le combat. Il se sentait si bien dans sa peau. Et même s'il n'a peut-être pas réussi jusqu'au bout, il a vécu 2, 3 fois plus longtemps qu'il n'était censé vivre. Avec une qualité de vie bien plus élevée et sans jamais avoir à souffrir et mourir dans ces situations douloureuses. Et puis il y a beaucoup de gens qui continuent de se battre et qui auraient dû mourir il y a longtemps. Et ils sont toujours là. Et si j'avais les médicaments qui fonctionnent avec le régime, nous pourrions régler cela dans un délai beaucoup plus période de temps définie. Donc, oui, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je dirais que l'avenir du cancer est prometteur, pas sombre. Vous savez, c'est une toute nouvelle stratégie. Et je pense que l'avenir du cancer, nous pouvons garder cette maladie sous contrôle. Et les gens vont émerger dans un état de santé meilleur et se sentir beaucoup mieux dans leur peau. C'est mon point de vue. Je le base sur ma compréhension de la biologie de la maladie et 30 ans de recherche dans le domaine en examinant ce problème et en publiant tous ces articles. Et c'est ainsi que je le vois. Donc, je pense que l'avenir est bien plus prometteur qu'il ne devrait l'être que ce que les gens en disent. Oui, bien. Oui. Et oui, je suis d'accord avec vous et juste essayer de diffuser cela et faire savoir aux gens qu'ils ont en fait leur mot à dire là-dedans et qu'ils peuvent réellement influencer le cours de cette maladie. Elles ne sont pas simplement hors de contrôle et à la merci de la chimio et de la radiothérapie, mais ils ont quelque chose à dire là-dedans aussi. J'allais dire, quand avez-vous commencé à vous concentrer sur cette ligne de recherche? Je sais que lorsque vous étiez à Yale, vous faisiez des recherches sur les crises. Et prévenir les crises avec la cétose, ce qui est quelque chose que j'ai étudié. Et c'est comme si nous utilisions cela depuis près de 90 ans pour traiter les crises réfractaires. Et c'est quelque chose que presque aucun neurologue que je connais n'utilise. Et j'ai vu beaucoup de personnes atteintes d'épilepsie et je leur ai parlé. Je leur ai toujours demandé, vous ont-ils déjà parlé de votre régime alimentaire? Pas un seul n'a dit oui, ce qui me sidère parce que c'est une chose si simple. Cela peut ne pas être facile à mettre en œuvre, mais c'est simple et il y a beaucoup de preuves à l'appui. Oui, eh bien, n'oublie pas, mais ce que je faisais à cette époque, Yale était l'un des leaders dans le domaine de la recherche sur l'épilepsie. Gilbert Glasser était le président du département, avait écrit de nombreux livres et articles distingués sur l'épilepsie. Et ils m'ont dit, parce que je travaillais aussi sur la biochimie des gangliosides à l'époque, en étudiant différents troubles du métabolisme des lipides, mais ils ont dit, si tu veux rester à Yale, tu ferais mieux de travailler sur quelque chose en rapport avec l'épilepsie. Nous avons cartographié les gènes responsables des crises d'épilepsie. Tout le monde était excité par cela. Et parce que l'idée était que si vous cartographiez le gène, vous pourriez comprendre le produit et vous pourriez créer un traitement pour ce produit. Le problème est, et j'ai réalisé que cela ne fonctionnait pas toujours, ils utilisaient toujours le même genre de produit chimique. Pourquoi ne pas essayer le régime cétogène? Je n'ai pas fait de régime cétogène avant de venir à Boston. J'ai essayé d'obtenir une subvention à Yale, mais ils ont dit « Oh, personne n'est intéressé par les régimes cétogènes pour l'épilepsie et nous avons tous ces médicaments. » Mais ensuite, Jim Abrams, de l'industrie cinématographique, produit le film First Do No Harm avec Meryl Streep et son fils Charlie avait de l'épilepsie. Et il a créé la Charlie Foundation et il a rassemblé beaucoup de personnes dans le domaine de l'épilepsie pour examiner pourquoi nous n'utilisons pas les régimes cétogènes pour gérer l'épilepsie alors que cela était connu depuis 1921 par Wilder à la Mayo Clinic. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Alors un de mes étudiants est allé à la Réunion parce que nous nous intéressions toujours à l'épilepsie et il est revenu en disant « Hé, écoutez, nous devrions mettre nos souris sous régime cétogène. » Et bien sûr, nous avons cartographié tous ces gènes. Mais le fait est que le régime bloquait les crises. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis la restriction calorique était encore plus puissante avec les régimes cétogènes. Et ensuite, nous travaillions sur les sites ganglionnaires pour le cancer du cerveau. Nous faisions beaucoup de recherches sur le cancer du cerveau. Et puis nous avons dit, pourquoi ne pas voir si le régime fonctionne sur le cancer du cerveau? Et puis j'ai dit, oh mon Dieu, vous savez, c'est incroyable.
Qu'est-ce qui se passe ici? Puis nous avons découvert qu'Otto Warburg avait dit cela il y a de très nombreuses années. Oui, Vous savez, nous savons que les tumeurs ne peuvent pas brûler les cétones pour l'énergie parce que leurs mitochondries sont défectueuses. Elles ont besoin de glucose. Donc le glucose est bas. Les cétones sont élevées. Waouh, cela a parfaitement du sens. Otto Warburg avait raison. Alors cela nous a conduit à une meilleure compréhension de la façon dont nous gérons le cancer métaboliquement à partir de notre compréhension de la façon dont les régimes cétogènes fonctionnent sur les crises d'épilepsie. Et en fait, nous ne connaissons toujours pas le mécanisme par lequel les régimes cétogènes bloquent l'épilepsie, car c'est un scénario de câblage cérébral très compliqué qui doit être étudié. Mais cela est devenu parfaitement clair quant à la façon dont ce régime pourrait arrêter la croissance du cancer ou restreindre la croissance du cancer. Et le fait est que nous avons des dizaines de milliers de petits-enfants dans le monde entier utilisant des régimes cétogènes chaque jour pour gérer leur crise. Pourtant, quand on en parle dans le cadre du cancer, ils disent « Oh, cela pourrait nuire à l'enfant, cela pourrait nuire au patient, cela pourrait nuire à ceci. Oh, les effets toxiques du régime cétogène. » Vous plaisantez? Nous avons des milliers de petits-enfants suivant des régimes cétogènes pour l'épilepsie et personne n'en parle. Mais quand vous prenez un petit enfant avec un cancer, oh non, c'est terriblement toxique. C'est nutritionnellement inadéquat. Vous êtes fou? Oui, comparé à la radiothérapie et à la chimio. Vous me dites que le régime cétogène est plus nocif que la radiothérapie et la chimio? Oui, je veux dire, laissez-moi tranquille. Oui, donc, je veux dire, c'est l'absurdité de la situation. Donc, oui, nous sommes arrivés à cet état par un chemin long et sinueux, sans savoir où tout cela nous mènerait, nous aurait jamais mené, mais nous étions suffisamment conscients des mécanismes d'action sous-jacents pour savoir ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions et comment cela fonctionne. Maintenant, le grand défi est de faire passer le message aux gens et de voir de plus en plus d'histoires de réussite en utilisant cela. Maintenant, Jethro Yu, au Cedars-Sinai, à Los Angeles, mène un grand essai sur le régime cétogène pour le glioblastome et il obtient des résultats spectaculaires. Des résultats plus spectaculaires qu'il n'aurait jamais imaginés. Mais c'est toujours avec le traitement standard initial. Et il savait, et je sais. J'ai dit, si vous supprimiez cette radiothérapie et cette chimiothérapie, vos résultats seraient probablement encore plus spectaculaires. Oui, donc il faut juste que le temps pour le système de s'ajuster et de réaliser ce qui se passe ici. Là, il y a un mécanisme d'action clair. C'est un mécanisme d'action très clair. Oui, donc cela prend juste du temps, c'est tout. Mais je sens que ce temps est gaspillé et nous sacrifions tous ces pauvres enfants et adultes. Et c'est juste ça, la tragédie. Cela ne devrait pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Cela a, en quelque sorte, vous savez, soulevé la question. Donc, ces mitochondries endommagées, évidemment, cela précipite ce problème. Cela peut-il s'inverser ou est-ce que cela peut? Évidemment, il peut toujours y avoir un point de non-retour, mais cela revient-il? Oui, eh bien, c'était l'une des grandes choses que j'ai faites quand j'ai regroupé toutes les expériences de transfert nucléaire mitochondrial qui ont été réalisées dans des systèmes animaux pendant des décennies. Toutes indépendantes les unes des autres, réalisées par certains des meilleurs biologistes du développement dans le domaine. Et j'ai parlé à certaines de ces personnes. Donc, si vous prenez le noyau de la cellule tumorale qui a toutes les mutations censées être des moteurs et que vous déposez ce noyau dans un nouveau cytoplasme, vous obtenez une régulation de la croissance, pas une dysrégulation de la croissance. Et parfois, vous pouvez former une grenouille entière ou une souris à partir du le noyau d'une cellule tumorale. Donc, vous avez essentiellement remplacé les mauvaises mitochondries. En d'autres termes, vous mettez ce noyau dans un cytoplasme avec des mitochondries fraîches et ces nouvelles mitochondries sont capables de réguler la croissance et le développement malgré la présence continue des mutations des gènes dits moteurs. Que nous sommes censés, je veux dire, c'est la preuve la plus solide que vous pouvez avancer contre cette théorie des gènes. Et si vous faites l'inverse, si vous prenez le noyau normal et le déposez dans un cytoplasme qui a des mitochondries cancéreuses, les mitochondries, là, la cellule mourra soit ou formera des cellules cancéreuses dysrégulées. Donc, c'était une preuve claire. Pour revenir à votre question, pouvons-nous inverser le cancer en introduisant de nouvelles mitochondries? Cela s'appelle en fait la thérapie mitochondriale. Et vous savez, je pense que cela viendra à l'avenir. Je pense que c'est tellement nouveau qu'éventuellement,
nous pourrons peut-être utiliser, remplacer. Mais vous savez, je ne veux pas à ce stade dire, voyons si nous pouvons restaurer la régulation de la croissance d'une cellule cancéreuse en introduisant de nouvelles mitochondries. Je pense qu'il vaut mieux à ce stade les éliminer, s'en débarrasser, les mettre dans un verrouillage de croissance plutôt que d'essayer de les rééduquer. Dans le cas où vous auriez une récidive, et nous ne voulons pas cela. Oui. Donc, je veux dire, tout est, mais je pense que la thérapie mitochondriale pour l'avenir sera vraiment excitante et intéressante. Mais je ne pense pas que nous y soyons encore. Alors, travaillons avec ce que nous pouvons faire et faisons une vraie grande différence. Et ensuite, nous avancerons avec ces nouveaux types de choses pour l'avenir. Mais pour l'instant, mettons simplement un verrou sur ces cellules cancéreuses et gardons les gens en vie dans un état plus sain. Et si cela signifie manger des côtes de bœuf tomahawk, je pense que vous trouverez un certain nombre de personnes qui seraient prêtes à essayer cela. Oui. Et cela, pour moi, juste cette expérience que vous avez mentionnée, puis prendre le noyau et le mettre dans un nouveau cytoplasme et les mitochondries et montrer que vous avez tous ces changements génétiques et que cela ne se comporte pas comme un cancer et vous prenez les mitochondries et les mettez dedans et cela se comporte comme un cancer. C'est QED en ce qui me concerne. Oui, mais c'est encore... Donc, la réponse du domaine de l'oncologie est ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas y regarder et ils ne veulent pas en entendre parler. C'est parce que c'est tellement dévastateur pour toute une industrie qui, une fois que cela devient plus largement reconnu. Et cela a été répété encore et encore dans toutes sortes de modèles différents. Alors, quel est le blocage? Quel est le blocage ici? Quelqu'un doit se gratter la tête et dire pourquoi continuons-nous à persister avec des thérapies qui mettent les patients à risque de toutes sortes de maladies alors que nous avons une solution ou une meilleure approche de gestion que celle que nous avons actuellement? Quel est le blocage ici? Oui. Donc, si quelqu'un devait, vous savez, vous avez maintenant un cancer et vous savez quel serait, vous savez, le meilleur, évidemment, vous savez, cétogène ou même carnivore, mais vous savez, en éliminant cela, quel ratio recherche-t-il pour obtenir? Et donc, quelle est la meilleure façon pour les gens de gérer cela à la maison s'ils n'ont pas accès à l'une de ces cliniques qui apparaissent? Eh bien, comme je l'ai dit dans les lettres que j'ai envoyées aux gens, vous savez, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Tout ce que je peux faire, c'est vous fournir des informations, des connaissances tirées d'articles publiés et d'observations, et je laisserai les médecins dans les cliniques traiter les patients. Vous savez, nous savons ce que nous devons faire. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ne peuvent pas faire de jeûne hydrique uniquement parce que c'est trop choquant. Le cerveau est accro au glucose. Et c'est tout aussi difficile de se sevrer du glucose que de l'héroïne, de l'alcool et de la nicotine. Et ce genre de choses. Mais le corps peut s'adapter au changement. Donc, vous aurez des symptômes de sevrage. Mais ce que nous avons réalisé, c'est que si le patient devait passer progressivement à un régime sans glucides pendant plusieurs semaines, même cela peut être difficile pour certains patients, pour certaines personnes, mais ce n'est pas un aussi grand saut que de faire un jeûne hydrique uniquement. Je l'ai essayé, mec. Arrêter les glucides d'un coup. C'est vraiment, vraiment dur. Je veux dire, vous pouvez sentir des choses cuire à des pâtés de maison. Vous savez, c'est incroyable. Vous savez, donc, mais c'est trop difficile. Et donc, ce que nous avons appris, c'est que les patients peuvent passer à un jeûne hydrique uniquement après quelques semaines sur des régimes sans glucides. Et vous savez, avec de la viande, pas de glucides du tout. Oui, légumes. Nous ne sommes pas aussi opposés que vous pourriez l'être. Mais si nous pouvons obtenir un produit biologique, cultivez les légumes dans votre jardin en utilisant du fumier et ce genre de choses. Mais je vous le dis, ensuite, vous passez à un jeûne hydrique uniquement pendant quelques jours, faites baisser ces taux de sucre dans le sang, augmentez les cétones, entrez dans le nouvel état de régime. Ensuite, vous les attaquez avec les médicaments, le médicament comme Don et certains des autres médicaments. Et puis, il y a tous ces médicaments antiparasitaires. Mec, ils sont puissants. Ouais, oh mince, alors, vous les attaquez avec ça.
L'ambendazole, le fenbendazole, il cible certaines des voies métaboliques dont les cellules cancéreuses ont besoin. Donc, tout ça, c'est bon marché. Maintenant, voici la chose intéressante. L'ambendazole était vraiment bon marché. C'est un médicament antiparasitaire, n'est-ce pas, pour les vers, une sorte de ver. Et vous pouvez obtenir les comprimés en Inde pour 50 centimes la tablette. Mais maintenant, quand nous avons réalisé aux États-Unis qu'il fonctionne contre le cancer, c'est 300 $ la tablette. Oh, ouais, dites-moi ce qui motive cette industrie. Ce n'est pas pour aider, c'est pour générer des revenus. Alors nous dénonçons cela. Vous savez, le gars, Martin Scorelli, l'homme le plus détesté d'Amérique, qui a fait que les EpiPen coûtent 800 $ quand ils écrivent, ce type-là. Oui, il a profité du système parce qu'il le pouvait. Tout le monde détestait ce type. Mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la même chose. Ils ne le diffusent pas. Ça s'appelle scurilier le prix de toutes ces choses. Vous pouvez en tirer un profit. C'est terrible, non? C'est vraiment juste un comportement. Non, c'est vrai, oui. Mais c'est comme ça. C'est le business de l'Amérique, n'est-ce pas? Le business, c'est ce que Calvin Coolidge a dit. Le business de l'Amérique, c'est le business, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce sont les médicaments. Vous pouvez obtenir des médicaments à bas prix tant que vous savez comment les utiliser. Vous les combinez avec des combinaisons de médicaments diététiques et vous pouvez obtenir un très bon, puissant traitement du cancer. Mais vous devez avoir des personnes compétentes. Elles doivent connaître les doses, le timing et la planification. Et tout, cela est tout à fait faisable. Le cadre était déjà là. Nous avons publié le cadre. Donc, les gens sont prêts à savoir comment faire cela. Ils sont prêts à le faire. Et donc, les patients atteints de cancer devraient être vus. Bien sûr, ils peuvent faire beaucoup de choses eux-mêmes tant qu'ils sont informés et qu'on leur dit quoi faire et comment le faire. Et puis, vous avez la technologie d'imagerie non invasive qui peut surveiller leur cancer pour voir s'il se développe, s'il est stabilisé ou s'il est toujours là ou non. Donc, nous n'avons pas besoin de faire des biopsies par punch et de faire toutes ces choses folles. Pourquoi faites-vous des biopsies? Tout le monde dit « Oh, je dois avoir une biopsie de mon cancer. » Pourquoi? « Oh, je ne sais pas si c'est malin. » Eh bien, si c'est malin, vous ne devriez jamais faire une biopsie par punch. Vous pourriez le répandre dans tout le corps, n'est-ce pas? Et si c'est bénin, pourquoi diable vous embêtez-vous avec une tumeur bénigne, n'est-ce pas? Donc, ils veulent obtenir un profil génétique et les cellules qui sortent de votre tumeur pour vous dire quel genre un nouveau médicament toxique qui ciblera cette mutation. Mais la foutue cellule utilise du glucose et de la glutamine. Pourquoi ne ciblez-vous pas cela avant de toucher à la tumeur? Je veux dire, tout ce que nous faisons est à l'envers. Donc, vous savez, vous devez savoir quoi faire, comment le faire, éduquer les gens, éduquer les praticiens et les choses commenceront à changer. Il faut changer, on ne peut pas continuer à faire ce que nous faisons. Oui, non, je suis complètement d'accord. Professeur Seifert, je suis très reconnaissant pour votre temps. Je ne veux pas vous prendre toute la journée. Merci beaucoup d'être venu. Je l'apprécie, vraiment. Ça fait été un plaisir absolu de parler avec vous. Je fais référence à votre travail et oriente les gens vers vous depuis plusieurs années maintenant. Et je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité de parler avec vous. Alors, merci beaucoup. Eh bien, merci. Et j'espère que certaines de ces informations pourront aider les gens. Eh bien, je pense. Oui. Vous savez, et notre soutien que nous avons vient de la philanthropie et des fondations privées. Donc, évidemment, il y a des gens qui reconnaissent ce que nous faisons et ce que nous disons et les stratégies parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes personnes qui disent « Vous faites la bonne chose, laissez-moi soutenir ce que vous faites » parce qu'il est très difficile d'obtenir du gouvernement fédéral des systèmes de subvention par l'intermédiaire de l'Institut national du cancer. Quand tout le monde pense que le cancer est une maladie génétique et que vous arrivez en leur disant que ce n'est pas le cas, vous n'allez pas très loin pour obtenir des fonds pour faire ce genre de choses. Mais oui, nous continuerons à pousser. Nous avons de bons modèles précliniques, les meilleurs systèmes de modèles précliniques, le personnel le mieux formé et le plus compétent, et nous ne partons pas. Bien, nous avançons sur cela jusqu'à ce que le travail soit terminé. Alors, merci d'avoir écouté. Et j'espère que cela aidera votre audience de podcast. Eh bien, j'espère aussi. Et il y a certainement des gens qui souffrent du cancer ou qui en seront atteints. Et je pense que quiconque voit cela et connaît quelqu'un atteint de cancer, je les encourage vraiment à leur envoyer cela pour qu'ils puissent vraiment comprendre
Que se passe-t-il? Et en fait, comprendre vraiment qu'ils ont beaucoup plus à dire sur leur propre, vous savez, pronostic et rétablissement qu'ils ne le pensent. Professeur Seaford, quel est le meilleur endroit pour que les gens vous trouvent et découvrent votre travail? Et vous savez, vous avez mentionné, vous savez la lettre votre email que vous envoyez aux gens. Oui, un lien vers un site web ou une ressource. Là, il y a un lien vers la Fondation pour les thérapies métaboliques du cancer. Nous avons obtenu de l'argent. 2. Fondation privée. Les gens nous soutiennent aussi via le Boston College. Ils peuvent diriger des fonds directement vers mon programme de recherche. Donc, ce genre de choses. Et croyez-le ou non, de plus en plus de gens viennent soutenir cela. Parce que cela va avoir un impact plus grand en soutenant presque toute autre chose dans le domaine du cancer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, plus vite nous publions nos articles, plus nous apportons de preuves à nos rapports de cas humains. Nous travaillons, nous faisons cela. Donc, j'aide les médecins à rédiger les rapports de cas sur les patients qui ont survécu plus longtemps que prévu. Cela prend beaucoup de mon temps, bien sûr, mais je suis prêt à le faire. Et nos publications scientifiques, évaluées par des pairs, continuent de faire avancer ce domaine. Et cela nécessite un financement pour le faire parce que nous devons. Il y a des coûts pour les animaux, des coûts pour le personnel, des consommables, des choses que nous utilisons, des coûts d'équipement à maintenir. Donc, en fin de compte, oui, j'envoie une lettre qui contient des informations, aide les patients atteints de cancer à prendre des décisions, essaie de les mettre dans le bon contexte, des personnes qui comprennent ce qui se passe, et ensuite, ils prennent le relais. Donc, cela a été le plan. Jusqu'à présent, il semble prendre de plus en plus d'ampleur. À mesure que de plus en plus de gens entendent parler de tout ce qui concerne le cancer et que les choses commencent à changer. Fantastique. Eh bien, je mettrai toutes ces informations dans les liens dans la description. Et j'encourage les gens à aller visiter et à faire un don s'ils le peuvent, car je pense que ce genre de travail est vraiment... Et les lettres que j'envoie, c'est seulement un don si vous le pouvez. Si vous sentez que cela vous a aidé, si quelque chose vous aide, vous pourriez envisager de faire un don. Je ne demande à personne. C'est seulement si l'information que j'envoie a de la valeur et je ne fais payer rien pour cela. L'essentiel est de voir les résultats, plus que toute autre chose. Et je pense que c'est la chose la plus importante à ce stade. Oui, mais non, je suis complètement d'accord. Et il y a beaucoup de choses que je fais pour lesquelles je ne suis pas payé, vous. Vous savez, rester tard et parler aux gens en dehors de l'hôpital pour essayer de les aider à aller mieux. Parce que c'est en quelque sorte pourquoi nous sommes ici. Et vous savez, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de médecins et de chercheurs sont encore dans cet état d'esprit. Mais malheureusement, certains ont oublié cela ou ont oublié qu'il est même possible de le faire encore. Et vous êtes juste en train de traiter ces choses comme des chiffres, malheureusement. Oui. De toute façon, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et merci pour l'interview. Merci, je l'apprécie vraiment.